Tetsuo est un loser sans amis avec les compétences sociales d'un joueur de ligue, et depuis qu'il est enfant, chaque fois qu'il y a une autre personne près de lui, il rate toujours l'interaction de manière astronomique. Dans ce monde, des monstres appelés Keiju ont commencé à envahir la Terre en 2025, il y a donc eu une course pour développer des armes capables de vaincre les Keiju sans avoir à détruire une ville entière dans le processus. Le père de Tetsuo, le docteur Yabuzame, est l'un des principaux chercheurs de la force de défense anti-Keiju, et c'est un espèce de fou qui consacre tout son temps à ses recherches en robotique, donc il n'a jamais pris le temps d'apprendre à Tetsuo comment gérer les interactions sociales. En conséquence, même lorsque les camarades de classe de Tetsuo font tout leur possible pour l'inviter à jouer avec eux, il ne sait pas comment répondre et finit par s'enfuir, donc il est condamné à être un solitaire pour toujours. Sur le chemin du retour, Tetsuo remarque le nouveau robot boule de neige manifestant pour ses droits à l'extérieur du laboratoire parce que le docteur Yabuzame essaie de le faire sauter afin d'éliminer quelques Keiju. Quelques instants plus tard, Yabuzame s'approche et, après avoir appris qu'il s'agit de son plan kamikaze, il s'illumine de fierté, pensant que c'est l'une de ses idées les plus brillantes. En faisant plonger Snowball directement dans le Keiju et en le faisant exploser, ils peuvent réduire les victimes humaines à zéro, il est donc sûr d'obtenir plus de financement pour ses projets maintenant. Les autres scientifiques sont un peu inquiets car Yabuzame ignore complètement que Snowball ne veut pas faire cela ou que l'IA Ascension n'est pas nécessaire si elle va simplement agir comme un missile, mais bon, c'est lui qui est aux commandes ici. Plus tard, des sonnettes d'alarme retentissent dans toute la ville alors qu'une attaque de Keiju est annoncée, et Yabuzame pense que c'est le moment parfait pour tester la fonctionnalité kamikaze sur Snowball, alors il ordonne à ses subordonnés de se préparer au lancement. Cependant, à leur insu, Tetsuo a réussi à se faufiler seul dans la salle de lancement de ce qui est censé être un centre de recherche gouvernemental hautement sécurisé, et bizarrement, personne ne le remarque alors qu'il grimpe dans le robot. Ne vous posez pas trop de questions. Après être monté dans le cockpit manuel du robot qui a été spécialement conçu pour que les humains n'aient pas à le piloter, il prend le manuel d'instructions placé commodément dans le robot et commence à lire. Après que le docteur Yabuzame est informé de cela, il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ces commandes sont bien trop compliquées à utiliser du premier coup. Le gamin devrait être un génie pour comprendre le manuel en quelques minutes, mais les compétences de Ligue de Tetsuo entrent en jeu, et vous regardez ça? Quelques minutes plus tard, il a compris les commandes. Il allume l'alimentation et commence à diriger Snowball vers la sortie, mais Snowball l'avertit qu'il doit sortir du cockpit immédiatement car son corps a été conçu pour exploser. Tetsuo lui assure que tout va bien se passer car il compte faire en sorte que Snowball n'ait pas à mourir. Il initie ensuite la séquence de décollage pour s'envoler vers le combat, et quelques minutes plus tard, plusieurs Keiju ont été abattus plus rapidement que jamais. Après la fin de la bataille, Tetsuo est acclamé comme le sauveur de l'humanité en raison de ses compétences de pilotage hors pair, et bien qu'il aurait normalement des ennuis pour avoir essentiellement volé une technologie coûteuse, cela serait mauvais pour les relations publiques, alors à la place, Yabuzame annonce que Tetsuo deviendra un pilote de combat officiel, ce qui signifie également que Snowball n'aura pas à se faire sauter de sitôt. Snowball remercie Tetsuo de l'avoir sauvé de la destruction, mais Tetsuo ne peut pas vraiment l'entendre pour le moment car il fait une crise de panique du fait qu'il est maintenant le centre de l'attention. Au cours des années suivantes, Tetsuo devient un trésor national pour ses combats héroïques contre les Keiju, et comme plus de temps et d'argent sont investis pour le soutenir, Snowball est de plus en plus amélioré. 10 ans passent ainsi, et Tetsuo est maintenant un adolescent à bord d'un vaisseau colonie spatiale de l'humanité. Il est toujours aussi célèbre qu'il l'était sur Terre, mais il manque toujours de compétences sociales, donc il a essayé de lire des livres sur la façon de se faire des amis. Malheureusement, cela n'a pas très bien fonctionné pour lui car quand il croise un groupe d'ingénieurs de son âge, l'un d'eux lui souhaite bonne chance pour son prochain combat, et la meilleure réponse qu'il a pu trouver fut, et c'est une citation directe, « Je vais mon du meilleur ». Les filles ne savent pas comment répondre à ça, et Tetsuo est tellement gêné par son faux pas qu'il s'enfuit vers un sas et s'envole vers Snowball. Snowball peut déjà dire à la réaction de Tetsuo qu'il a encore raté une conversation avec une fille et le pauvre gars est sur le point de mourir de honte. Il essayait tellement d'agir normalement qu'il ne pensait même pas aux mots qui sortaient de sa bouche. C'est ce que vous obtenez lorsque vous passez toute votre enfance à combattre des Keiju au lieu d'apprendre à communiquer réellement avec les autres, et maintenant la seule personne avec qui il peut avoir une conversation normale est Snowball, ce qui est triste étant donné que c'est un robot. Juste à ce moment, le commandant du vaisseau appelle pour informer Tetsuo des détails de la mission à venir. Actuellement, il se dirige vers le nid de Keiju dans le but de tous les éliminer une fois pour toutes. Une fois arrivés au nid, Tetsuo et Snowball doivent se détacher du vaisseau pour distraire les Keiju et gagner du temps pour que le vaisseau principal mette les choses en place. Ensuite, quand tout sera prêt, ils lanceront le laser infini omnidirectionnel, qui tuera tous les Keiju de la zone d'un seul coup. La seule façon pour le plan de fonctionner est que Tetsuo et Snowball parviennent à occuper les Keiju et à les mener à leur perte, donc le commandant dit qu'elle compte sur eux. Snowball promet de faire de son mieux, mais quand c'est au tour de Tetsuo de dire quelque chose, il rate encore une fois et dit un tas de charabia avant de mettre fin à l'appel.
Tetsuo panique à nouveau à cause de son manque absolu de compétences sociales, mais il n'y a pas de temps pour s'inquiéter de cela car une horde de Keiju a commencé à approcher, et chacun d'eux est énorme, il est donc temps pour Tetsuo et Snowball de se mettre au travail. Il déploie cette épée laser et commence à trancher les Keiju, ce qui étonne l'équipage de cabine, et le commandant n'attendrait rien de moins quand ils ont quelqu'un d'aussi impressionnant que Tetsuo à leur côté. Pendant que Tetsuo éloigne la majorité des Keiju, les boucliers du vaisseau bloquent les attaques du reste, ce qui leur laisse assez de temps pour tout préparer, donc une fois en position, ils commencent à charger le laser infini. Cependant, juste au moment où ils vont le déclencher, les systèmes laser s'éteignent soudainement. Tout le monde est stupéfait par ce qui vient d'arriver, et la technicienne essaie de redémarrer le laser, mais à son horreur, tout le système d'armes est en panne pour une raison quelconque, et elle n'arrive pas à le faire réagir. C'est une mauvaise nouvelle pour leur mission, mais le commandant n'a pas encore perdu espoir, alors elle dit à tout le monde qu'ils passent au plan B. Dès qu'ils pourront récupérer Tetsuo et Snowball à bord, ils battront en retraite. Cependant, juste au moment où ils pensaient que ça ne pouvait pas empirer, tous les systèmes du vaisseau s'éteignent, y compris tous les générateurs de boucliers, et un regard d'horreur envahit le visage du commandant alors qu'elle réalise que cela signifie qu'ils sont essentiellement des cibles faciles ici. Quelques instants plus tard, un Keiju géant percute de front leur vaisseau, et avec les boucliers baissés, ils traversent la passerelle du vaisseau, scellant le sort de tous ceux qui se trouvent à bord. Tetsuo est toujours occupé à repousser une horde de Keiju quand il remarque le vaisseau en flammes, et il est horrifié car il ne comprend pas comment la mission a pu échouer si gravement. Avec le vaisseau dans un tel état, il semble que tout le monde à bord ait péri, mais Tetsuo veut quand même y retourner car s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a survécu, il veut être là pour la sauver. Snowball essaie de lui dire que les chances que quelqu'un survive à ce genre de dégâts sont astronomiquement faibles, mais Tetsuo lui dit que leur mission est d'éliminer ces Keiju, et tant que ce ne sera pas fait, il refuse d'abandonner l'espoir. Snowball comprend, alors ensemble, lui et Tetsuo commencent à tailler dans la horde de Keiju, essayant de les anéantir pour le bien de l'humanité. Cependant, même s'ils parviennent à en éliminer un bon nombre, même après plusieurs heures de combat, il reste encore d'innombrables Keiju, et pour aggraver les choses, Snowball a été gravement endommagé et Tetsuo est absolument épuisé, donc on dirait qu'ils ne vont pas durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, Tetsuo a officiellement abandonné car il sait qu'il a fait de son mieux. La seule option restante est de déclencher le protocole d'autodestruction et de faire exploser les Keiju pendant qu'ils sont tous encore rassemblés autour de Snowball. Tetsuo ne voulait pas en arriver là, mais il comprend qu'il n'y a pas d'autre moyen, donc il est prêt à faire ce qu'il faut. Snowball subit de plus en plus de dégâts de la part des Keiju au fil du temps, mais ils ont encore un peu de temps avant de devoir s'autodétruire, alors les deux ont une dernière conversation ensemble. Snowball mentionne que son seul regret est le fait de n'avoir jamais vu Tetsuo se faire ne serait-ce qu'un seul ami. Tetsuo lui crie dessus parce qu'il ne veut vraiment pas qu'on lui rappelle sa maladresse sociale alors qu'il va mourir dans quelques minutes, et d'ailleurs, il ne se soucie pas tant que ça d'avoir des amis parce que cela n'a pas d'importance tant qu'il peut être avec Snowball jusqu'à la toute fin. Snowball lui demande s'il est sûr de cela car il n'y a pas moyen qu'il n'ait aucun regret dans sa vie, mais Tetsuo est sérieux quant à ce qu'il a dit. Au début, il a fait de réels efforts pour passer du temps avec d'autres enfants de son âge, mais cela n'a jamais fonctionné car il ne savait pas comment les aborder ou demander à être inclus, donc il passait la plupart de son temps seul. Cependant, tout a changé lorsqu'il est devenu le sauveur du monde. Du jour au lendemain, il a commencé à recevoir tellement d'attention qu'il ne savait pas comment la gérer, ce qui l'a encore plus poussé à se couper du monde. Finalement, il a complètement cessé de se soucier de se faire des amis, mais ce n'est pas grave car au moins il a pu passer sa vie avec Snowball, donc il en est reconnaissant. Entendre cela de sa part rend Snowball extrêmement coupable parce que tout ce qu'il possède actuellement est grâce à Tetsuo qui a pris un risque avec lui. Il a transformé ce qui était censé être une bombe autonome en ce qu'il est aujourd'hui, et Snowball lui doit encore une grande dette pour cela, donc il ne peut pas laisser la vie de Tetsuo se terminer ainsi. Snowball procède à verrouiller les commandes de Tetsuo au moment où il s'apprête à déclencher la séquence d'autodestruction. Il dit à Tetsuo qu'il est coupable d'un crime et que ce crime était de profiter de la gentillesse de Tetsuo et de le priver de 10 ans de sa jeunesse juste pour pouvoir se sentir important. Tetsuo essaie de lui dire que ce n'est pas vrai parce que c'est lui qui a choisi de faire tout cela, mais même ainsi, Snowball se sent toujours coupable, alors il prévoit de se racheter en faisant en sorte que Tetsuo survive quoi qu'il arrive, et il le fait en préparant une capsule de sauvetage et en lançant Tetsuo vers la Terre pour qu'il ne soit pas pris dans l'explosion d'autodestruction. Alors que Tetsuo s'éloigne de plus en plus, Snowball lui dit que son dernier et plus grand souhait est que Tetsuo retourne sur Terre et vive une vie normale et heureuse après s'être fait beaucoup d'amis. À travers les larmes, Tetsuo promet de faire de son mieux pour réaliser le rêve de Snowball, ce que Snowball est heureux d'entendre, et un instant plus tard, la transmission est coupée alors que Snowball s'autodétruit, emportant les Keiju avec lui. La prochaine fois que nous voyons Tetsuo, c'est après qu'il est revenu sur Terre, et sa capsule de sauvetage le libère de son sommeil cryogénique. Selon le moniteur, il se trouve actuellement à Tokyo, au Japon,
et il a été en sommeil cryogénique pendant environ 8 ans avant de revenir sur Terre, ce qui est une nouvelle choquante pour Tetsuo car ajoutant cela à ses 10 ans de mission spatiale originale, il a été loin de la Terre pendant un total de 18 ans. Il n'a aucune idée de la façon dont il va interagir avec les gens maintenant qu'il y a un écart de 18 ans entre lui et les personnes qu'il connaissait. Il craint qu'il ne soit encore plus difficile pour lui de se faire des amis qu'avant. Il pense qu'il va devoir passer quelques années en reclus jusqu'à ce qu'il puisse comprendre les rouages de la vie sur Terre à nouveau, mais manifestement, il n'a pas besoin de trop s'inquiéter car pendant son absence, le monde était complètement recouvert de glace, donc il pourrait très bien être le dernier humain sur Terre en ce moment. Tetsuo ne peut pas croire que cela arrive vraiment car il n'y a aucun moyen qu'il puisse réaliser le souhait de Snowball s'il n'y a plus de personne avec qui se lier d'amitié. Il essaie de rester positif car il est possible que la glace ne soit que dans cette partie du Japon, donc il pourrait y avoir d'autres endroits sur la planète où il n'y a pas de glace, mais quand il affiche les images capturées par la capsule lors de la rentrée, il est mortifié de découvrir que tout le globe a gelé, donc il n'y a aucune région sûre sur la planète. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver car, oui, il a été parti 10 ans, mais cela ne devrait pas suffire à plonger le monde entier dans un hiver nucléaire complet. Tetsuo finit par rester assis là pendant 22 heures parce qu'il ne sait littéralement pas quoi faire d'autre, mais il est finalement sorti de cet état par son estomac qui gargouille, alors il se lève pour aller chercher les réserves de rationnement de la capsule de sauvetage. Cependant, ce faisant, il active accidentellement un message de Snowball, et au début, il est excité car il pense que Snowball a peut-être survécu, mais malheureusement, il s'avère que ce n'était qu'un enregistrement des derniers mots de Snowball avant qu'il n'explose. En entendant une fois de plus le souhait de Snowball qu'il se fasse des amis, Tetsuo réalise qu'il ne peut pas se laisser abandonner sitôt après son retour sur Terre, alors il prépare un kit de survie, mange des rations pour se remplir l'estomac, puis il se prépare à partir dans le monde à la recherche de personnes car il est sûr qu'au moins quelques humains ont dû survivre quelque part. Après tout, son livre dit que la première étape pour se faire des amis est de sortir et de chercher des rencontres avec d'autres personnes, donc il doit se mettre au travail. Alors que Tetsuo commence à marcher, il est surpris par la quantité de neige qu'il y a ici, mais juste à ce moment, il passe devant un homme assis sous un bâtiment effondré, et il est surpris car il ne pensait pas que ce serait si facile de trouver quelqu'un. Il tente de parler à l'homme, mais il finit par trébucher sur l'excavatrice sur laquelle l'homme était assis, et à l'horreur de Tetsuo, l'impact fait que le corps de l'homme s'effrite en morceaux. Quelques minutes plus tard, Tetsuo organise un enterrement pour l'homme mort de froid pour lui rendre hommage, et après cela, il s'apprête à continuer, mais ses yeux reviennent vers l'excavatrice sur laquelle l'homme était assis, et elle semble encore fonctionner, alors Tetsuo s'approche pour voir si elle fonctionne encore, et par un miracle, le moteur démarre malgré les conditions. Tetsuo commence à traverser le désert avec l'excavatrice, et au fur et à mesure, il comprend à quoi servent les commandes, et il s'amuse beaucoup avec ça, mais il finit par tomber sur un trou géant, presque artificiel, dans le sol, et il se demande ce que cela pourrait être. Cependant, il ne veut pas se laisser distraire car sa mission est de trouver d'autres personnes et de se lier d'amitié avec elles. Alors qu'il s'apprête à partir, il réalise que l'humanité a peut-être creusé ce trou pour pouvoir se déplacer sous terre car il y ferait beaucoup plus chaud qu'ici. Il est soulagé à la possibilité que d'autres personnes soient encore vivantes ici, alors tout ce qu'il a à faire est d'appeler dans le trou pour voir si quelqu'un répond, mais il réalise qu'il est trop anxieux pour crier dans le trou car et si quelqu'un répondait réellement? Que dira-t-il alors? Il s'assoit au bord du trou et commence à réfléchir à ce qu'il devrait faire ensuite, mais juste à ce moment, il remarque une ombre projetée sur lui, et quand il lève les yeux, il est choqué de voir un Keiju se tenant derrière lui. Pendant une seconde, il pense halluciner, mais non, c'est bien un Keiju, alors il saute sur son excavatrice et commence à s'enfuir aussi vite qu'il le peut. Cependant, il a oublié qu'il y avait des trous géants à proximité, donc il finit par conduire droit dans l'un d'eux et tombe tout en bas. Au moment où il se réveille, Tetsuo se retrouve dans les restes gelés de la ville où il vivait autrefois, et il est soulagé que tout soit encore là, mais il est aussi triste de l'état dans lequel elle se trouve. Cela dit, il n'a pas beaucoup de temps pour pleurer vraiment la perte de sa maison car le Keiju est toujours là et il vient vers lui, donc il doit s'en occuper. Il remet l'excavatrice sur ses roues, et alors que le Keiju s'approche, Tetsuo se prépare à le combattre jusqu'à la mort. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Tetsuo allume l'excavatrice et plante la pelle directement dans la bouche du Keiju pour l'empêcher de mordre, ce qui fonctionne pour l'instant, mais il est repoussé, donc il doit trouver un moyen de porter le coup de grâce à cette chose. Il n'a pas grand-chose à utiliser ici, mais ce qui faisait de Tetsuo un si excellent pilote était sa capacité d'improvisation, donc il parvient à élaborer un plan assez rapidement. Le Keiju n'est pas très intelligent, donc il charge toujours tête baissée quand il attaque, et Tetsuo peut utiliser cela à son avantage, alors il positionne la pelle juste devant la bouche du Keiju, et alors que le Keiju mord dedans, la pelle subit de plus en plus de dégâts jusqu'à ce qu'elle finisse par se casser, laissant à sa place une pointe métallique tranchante, et c'est exactement ce que Tetsuo attendait. Cette fois, alors que le Keiju charge au lieu de se défendre,
Tetsuo charge également, fonçant directement dans la bouche du Keiju, mais avant que le Keiju ne puisse le mordre, la pointe métallique de l'excavatrice perce l'arrière de la bouche du Keiju, transperçant jusqu'à son cerveau et le tuant sur le coup. Plusieurs minutes plus tard, un groupe d'humains qui étaient en train de récupérer des ressources passe par là et tombe sur la carcasse du Keiju, et ils sont très excités car ce sera une excellente source de nourriture pour leur colonie, mais alors qu'ils célèbrent encore, Tetsuo émerge soudainement de la bouche du Keiju en se frayant un chemin, et les gens se fichent de choc car ils n'arrivent pas à croire qu'un garçon vient de sortir de la bouche d'un Keiju mort. Tetsuo est juste content d'avoir réellement trouvé de vraies personnes après tout. Les gens sont terrifiés car ils pensent que Tetsuo est une sorte de démon, et Tetsuo aimerait leur parler, alors il commence à planifier sa conversation pour ne pas la rater, mais il ne trouve rien à dire, alors il leur fait plutôt le sourire d'All Might pour tenter de les mettre à l'aise. Cependant, cela a l'effet inverse car il trouve maintenant Tetsuo effrayant. Tetsuo veut vraiment au moins leur parler pour lancer le processus d'amitié, mais malheureusement, le combat contre le Keiju l'a épuisé, donc il s'évanouit quelques instants plus tard. Pendant qu'il est inconscient, Tetsuo a un flashback d'une époque où Snowball lui disait d'arrêter de compter sur les livres d'un gars nommé Lonely Owaki pour obtenir des conseils sur la façon de se faire des amis, mais Tetsuo lui dit qu'il n'a pas le choix car il doit apprendre d'une manière ou d'une autre. Cependant, il ne pense pas être fait pour tout ce truc de se faire des amis car la seule fois où les gens se soucient vraiment de lui, c'est quand il combat des Keiju, donc personne ne voudrait jamais être son ami. Au moment où il se réveille, il se retrouve allongé sur une natte dans la grotte, les mains liées dans le dos. Il se demande où sont passés les survivants qu'il a rencontrés plus tôt, alors il commence à regarder autour de lui, et à sa grande surprise, il trouve tout un groupe d'humains actuellement en train de disséquer le corps du Keiju. Il est ravi de découvrir qu'il y a encore autant de personnes en vie malgré l'état du monde, et il est excité car avec autant de personnes, au moins l'une d'entre elles est forcément prête à être son amie, alors il se prépare à aller les rencontrer. Cependant, se lever est un peu difficile quand on a les mains liées dans le dos, alors Tetsuo se désarticule nonchalamment l'épaule pour faire pivoter ses bras vers l'avant et se détache. Pendant ce temps, le chef de la section fait l'éloge d'Ao pour avoir trouvé une carcasse de Keiju aussi fraîche car cela nourrira la colonie pendant des semaines, mais même si Ao aimerait en recevoir le mérite, elle ne veut pas vraiment que son nom soit mentionné dans le rapport puisqu'elle n'était techniquement pas censée être ici. Après tout, explorer un nid de Keiju est extrêmement dangereux, et quelqu'un d'aussi important qu'elle n'est pas autorisé à mettre sa vie en danger dans ce genre de mission. Cependant, même si les anciens lui ont interdit de faire ce genre de choses, elle a toujours l'intention de poursuivre ses explorations car la seule façon d'espérer vaincre les Keiju est de s'investir pour les combattre. Juste à ce moment, les amis d'Ao accourent en panique et lui disent que le type qu'ils ont attaché plus tôt s'est échappé après s'être réveillé, et ils ne savent pas où il est. Pendant ce temps, Tetsuo se promène sur le site de dissection, regardant les gens découper le Keiju, et il remarque deux ouvriers utilisant de l'huile du corps du Keiju pour allumer une lampe afin de mieux voir, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils doivent récolter des ressources sur les corps des Keiju. Cela a parfaitement sens car avec le monde en pleine ère glaciaire, les ressources sont incroyablement rares, donc ils utilisent les corps des Keiju pour rassembler et raffiner toutes sortes de nécessités quotidiennes, et il est impressionné par la résilience de l'humanité. Juste à ce moment, un petit enfant passe en courant et on dirait qu'il joue avec sa figurine Snowball. Tetsuo tend la main pour tapoter la tête de l'enfant, mais il hésite un instant, alors l'enfant saute pour toucher sa main à la place. L'enfant repart ensuite continuer à jouer, mais juste à ce moment, Tetsuo remarque un glaçon fissuré juste au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant, et il semble sur le point de tomber d'une minute à l'autre, donc Tetsuo doit faire quelque chose pour le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse rattraper l'enfant à cette distance, alors au lieu de cela, il attrape un long os et l'utilise comme une épée pour trancher le glaçon avant qu'il ne touche l'enfant. Le père de l'enfant a vu toute la scène, donc il accourt pour vérifier son fils, et après avoir confirmé que Joji va bien, il remercie abondamment Tetsuo car il ne sait pas ce qu'il aurait fait si son fils avait été blessé ici, surtout quand il n'a cessé d'avertir Joji de faire attention à la glace. Les amis de Takamura lui disent de ne pas trop en demander à Joji car ce n'est encore qu'un enfant et il ne sait pas mieux, et après cela, il se tourne vers Tetsuo pour le remercier également, mais il réalise alors qu'ils n'ont jamais vraiment vu Tetsuo auparavant, ce qui est étrange puisqu'ils connaissent pratiquement tout le monde dans la colonie. Ils se souviennent vaguement avoir vu le visage de Tetsuo quelque part auparavant, presque comme s'il était censé être quelqu'un de célèbre, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, alors ils lui demandent de quelle division de la colonie il vient, et Tetsuo ne sait pas comment répondre à toutes ces questions rapides. Comme Tetsuo n'a répondu à aucune de leurs questions, les deux commencent à se méfier et pensent que Tetsuo leur cache quelque chose, mais pour Takamura, on dirait simplement qu'il harcèle le garçon qui vient de sauver la vie de son fils, alors il leur donne une tape sur la tête et leur dit de laisser le pauvre garçon tranquille car il est clairement submergé par toutes leurs questions. Franchement, il se moque de savoir qui est Tetsuo ou d'où il vient car tout ce qui compte, c'est que c'est lui qui a sauvé son fils, alors il tend la main à Tetsuo et se présente formellement.
Tetsuo n'arrive pas à croire qu'il a enfin l'occasion de parler à quelqu'un, et il ne veut pas gâcher cela, alors pendant que Takamura lui serre la main, Tetsuo rassemble son courage pour se présenter correctement, ce qui est la première phrase complète qu'il a réussi à dire à une autre personne depuis longtemps, donc c'est une grande réussite pour lui. Maintenant qu'ils se sont tous deux présentés, Takamura dit à Tetsuo de rester tranquille car il va aller chercher le meilleur morceau de viande de ce keiju comme récompense pour lui. Les amis de Takamura essaient de lui dire que le chef va être en colère s'il donne de la viande sans permission, mais Takamura dit qu'il s'en fiche parce que c'est une occasion spéciale. Ao et les autres voient également toute la scène, et ils avaient initialement l'intention de capturer à nouveau Tetsuo une fois qu'ils l'auraient trouvé car ils ne savaient pas s'il représentait une menace ou non, mais après l'avoir vu sauver l'un des leurs, Ao est convaincu que c'est une bonne personne, donc ils peuvent le laisser tranquille pour l'instant. Cependant, alors que tout allait bien pour tout le monde, une main géante sort soudainement de l'ombre et attrape la tête du keiju mort. La main s'avère appartenir à un autre keiju, et la vue de cette chose secoue particulièrement Tetsuo car pendant toutes ces années à tuer des keiju, il n'en a jamais vu un comme celui-ci auparavant. Le keiju abat sa main sur l'une des personnes, l'écrasant à mort instantanément avant de lécher le jus directement sur ses mains, et pendant que tout le monde panique, Tetsuo garde un visage impassible et essaie de trouver un moyen de résoudre le problème, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qu'il puisse faire. Il n'a pas Snowball avec lui pour combattre, l'excavatrice est déjà détruite, et il n'a aucune arme pour la combattre. Peu importe comment il regarde la situation, elle est plutôt mauvaise, mais comme les gens ici ont probablement déjà eu affaire à ce genre de choses, il est sûr qu'ils doivent savoir comment arrêter le keiju. Ça ne fait rien, ils sont tout aussi mal préparés que Tetsuo, donc c'est à lui de trouver un moyen de sauver le plus d'entre eux possible. L'une des personnes a tellement peur qu'elle fait demi-tour et se met à courir, mais Tetsuo sait que les keiju réagissent aux mouvements brusques, donc faire cela ne fera qu'en faire une cible. Il crie au gars de s'arrêter, mais il était trop tard car le keiju avait déjà levé la main pour l'écraser et il serait très certainement mort de cela, mais à la dernière seconde, Ao a réussi à le pousser hors du chemin et à le mettre en sécurité. Le gars la remercie abondamment d'avoir sauvé sa vie, mais Ao est juste contente qu'il soit toujours en vie. Elle frappe sa tête contre la glace parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a laissé quelqu'un mourir sous sa surveillance, surtout qu'elle n'était même pas censée être sortie de la colonie en premier lieu, mais ses amis lui disent qu'il est inutile de se frapper pour cela maintenant parce qu'ils ont encore du travail à faire. Ao jure qu'elle ne laissera personne d'autre mourir, alors elle demande à ses amis de préparer toutes les machines d'urgence qu'ils transportent pour des situations comme celle-ci. Ils n'ont peut-être aucun plan pour vaincre les keiju comme l'espérait Tetsuo, mais ils ont au moins créé des protocoles d'évacuation pour s'assurer que tout le monde s'en sorte indemne lors d'une attaque de keiju. Grâce au brouillard, le keiju n'a aucun moyen de les repérer ou de les frapper, alors tout le monde commence à courir vers l'échelle de corde au bord du trou pour pouvoir remonter à la surface et s'éloigner de cette chose. Cependant, juste au moment où Tetsuo allait les rejoindre, il remarque le keiju qui se prépare et ouvre grand sa bouche. Bien qu'il n'ait jamais vu un keiju comme celui-ci auparavant et qu'il n'ait aucune idée de ce dont il est capable, toutes ces années de combat contre les keiju lui ont donné un sens aigu du danger, et en ce moment, son instinct lui dit que le brouillard ne suffira pas à tenir le keiju à distance. Il pourrait disperser le brouillard, ou il pourrait charger tête baissée vers l'échelle, mais dans les deux cas, cela finira par la mort de plus de personnes, et Tetsuo ne veut pas laisser cela arriver, surtout pas alors qu'il a enfin commencé à parler à quelqu'un d'autre que Snowball. Alors il prend la décision de servir d'appât et court devant le keiju pour attirer son attention loin des autres. Ils lui crient tous de revenir avant qu'il ne soit trop tard, mais Tetsuo est déjà derrière le keiju à ce stade, et son plan a clairement fonctionné car le keiju a arrêté de charger son attaque et poursuit maintenant Tetsuo. Cela dit, Tetsuo n'a pas beaucoup d'options pour assurer sa propre survie, donc le mieux qu'il puisse faire pour l'instant est d'esquiver les attaques du keiju et d'espérer trouver une cachette avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, le keiju fait tomber des blocs de glace, et l'un d'eux frappe Tetsuo par derrière, alors il s'effondre par terre. Si rien n'est fait, Tetsuo va certainement périr, et Ao a déjà promis qu'elle ne laisserait personne d'autre mourir aujourd'hui, alors elle quitte son groupe et se précipite pour essayer de sauver Tetsuo. Malheureusement, au moment où elle arrive près de Tetsuo, le keiju l'avait déjà attrapé et s'apprêtait à le manger, mais juste avant qu'il ne puisse prendre une bouchée, les puces dans la tête de Tetsuo commencent à réagir, et un instant plus tard, le plafond de la grotte s'effondre alors que la capsule de sauvetage s'écrase et frappe de plein fouet le bras du keiju. Après l'atterrissage initial sur Terre, la capsule de sauvetage a commencé à télécharger un grand volume de données à partir de ses sauvegardes, et 48 heures plus tard, le téléchargement était enfin terminé. Donc elle a activé le protocole de défense que Snowball avait mis en place au cas où la vie de Tetsuo serait mise en danger après son retour sur Terre. La capsule s'est immédiatement verrouillée sur l'emplacement de Tetsuo grâce à la puce installée dans sa tête, et une fois qu'elle a eu son emplacement, elle a activé ses propulseurs et s'est lancée dans les airs, se dirigeant droit vers lui. Alors que la capsule se dirigeait vers Tetsuo, il a commencé à entendre la voix de Snowball l'appeler, et quelques instants plus tard,
Les personnes qui avaient réussi à remonter à la surface ont vu la capsule passer avant de traverser la glace, percutant le bras du Keiju, le forçant à lâcher Tetsuo. Alors que Tetsuo tombe dans les airs, il reconnaît la capsule de sauvetage, mais il ne comprend pas pourquoi elle est là. C'était une sécurité que Snowball a créée et dont même Tetsuo n'avait pas connaissance, et elle garantissait essentiellement que même si le corps principal de Snowball était détruit, une copie de son IA survivrait pour qu'il puisse rester aux côtés de Tetsuo chaque fois qu'il est en danger, et maintenant qu'il est là. Il active le mode combat de la capsule et étend ses bras et ses jambes tout en attrapant Tetsuo, et en atterrissant, il demande à Tetsuo s'il est prêt à se battre à nouveau. Ensemble. Il y a 14 ans, quand Tetsuo et Snowball commençaient à peine comme combattants de Keiju, ils étaient appelés en mission pour vaincre les Keiju qui attaquaient la ville, mais Yabusame, le père de Tetsuo et le créateur de Snowball, ne se souciait pas du tout d'eux personnellement. Tout ce qu'il voulait, c'était les données de combat de leur mission. Il oublia même de faire l'entretien de routine de Snowball et donna à Tetsuo une tasse d'huile au lieu d'eau, et après la fin de la bataille, il ne pouvait même pas prendre la peine de saluer Tetsuo et Snowball à leur retour. Ils ont tous deux dû faire face à la négligence de Yabusame, et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils étaient frères de ce point de vue, ce qui explique pourquoi Snowball est devenu le premier ami de Tetsuo. Pendant longtemps, Tetsuo a eu un vide dans son cœur qui ne disparaissait pas, peu importe ses efforts pour y remédier. Il le ressentait chaque fois qu'on lui rappelait son incapacité à se faire des amis, et la seule chose qui l'aidait à se sentir mieux, c'était Snowball. Le Keiju lève son bras et tente de frapper Snowball, mais Snowball le voit venir et saute juste à temps pour l'éviter avant d'utiliser ses boosters pour voler en arrière et donner un coup de tête au Keiju, le renversant. Tetsuo ne comprend pas comment c'est possible car il a vu Snowball exploser de ses propres yeux, mais Snowball explique qu'au moment précédant l'explosion, il a réussi à transmettre toutes ses données ainsi que sa personnalité à la capsule de sauvetage. C'était un peu bâclé, donc le processus d'installation a pris beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait, mais cela a fonctionné, donc il est de retour, et Tetsuo ne pourrait pas être plus heureux car il a enfin retrouvé son premier ami. Juste à ce moment, le Keiju parvient à se remettre sur ses pieds, mais il a subi beaucoup de dégâts à cause du coup de Snowball plus tôt car son bras est cassé, et toute la douleur semble l'avoir rendu furieux. Snowball se moque du Keiju et lui dit qu'il a bien raison d'être en colère car maintenant qu'il est face à lui et Tetsuo, il est condamné, même s'ils n'ont pas vraiment de bonnes armes avec lesquelles travailler. Ce dernier point attire l'attention de Tetsuo, alors il demande à Snowball s'il n'a sérieusement aucune arme, et Snowball le confirme. Après tout, ce n'était à l'origine qu'une capsule de sauvetage, et elle est mécaniquement inférieure à la conception originale de Snowball, donc ils ont de la chance qu'elle ait même des bras et des jambes. Ce n'est pas comme si c'était la faute de Snowball puisqu'il a juste travaillé avec ce qu'il avait à l'époque, mais Tetsuo se demande comment ils vont arrêter le Keiju s'ils n'ont rien pour l'attaquer. Snowball dit que ça ira tant qu'ils travailleront ensemble, mais cela ne répond pas vraiment à la question de Tetsuo, donc il est toujours très inquiet. Pendant ce temps, tous les survivants se demandent d'où vient ce robot géant et pourquoi Tetsuo lui parle, mais Ao leur rappelle à tous de rester à distance car il est toujours dangereux de s'approcher de ce Keiju tant qu'il est vivant. Keiju plante soudainement ses bras dans la glace et commence à tendre son corps comme la dernière fois, et d'un coup d'œil, Snowball peut voir qu'il se prépare à attaquer, alors il avertit Tetsuo, et Tetsuo parvient à les piloter hors du chemin juste à temps. En conséquence, le Keiju percute tête la première le mur derrière eux, et Snowball est soulagé d'avoir réussi à éviter cette attaque car si cette chose les avait frappés, ils n'auraient probablement pas survécu. Le Keiju se prépare déjà à lancer une autre attaque, alors Tetsuo dit à Snowball qu'ils doivent trouver un moyen de riposter car ils ne peuvent pas esquiver éternellement, et il a quelque chose en tête. Pendant ce temps, alors que les gens en regardent le combat, ils commencent à craindre que Tetsuo ne finisse par mourir, mais le chef d'escouade dit à tout le monde qu'il est sûr que Tetsuo ira bien. Les autres lui demandent comment il peut en être aussi sûr, alors il leur dit de regarder de plus près ces deux-là en bas et leur rappelle que ce n'est pas la première fois qu'ils voient cela. Tout le monde se tourne vers le combat pour essayer de comprendre de quoi parle le chef, et alors que le Keiju charge sur les deux, Tetsuo et Snowball se préparent. Heureusement, ils ont trouvé un moyen d'attaquer le Keiju, alors ils activent un booster concentré, créant une épée plasma de fortune pour le combat, et alors que le Keiju s'apprête à les frapper, ils font un pas de côté et lui tranchent la tête net en un seul mouvement rapide. La vue d'une manœuvre aussi parfaitement exécutée rappelle à tous le sauveur qui vainquait autrefois les Keiju pour l'humanité il y a des années, et réaliser un tel mouvement où il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur serait impossible pour presque tout le monde, mais le fait que Tetsuo ait réussi à le faire prouve à tous ici qu'il est vraiment le héros d'autrefois, et ils sont tous ravis de cette nouvelle, alors ils se mettent à célébrer car cela pourrait vraiment faire pencher la balance en leur faveur, mais pendant qu'ils sont occupés à cela, à environ 100 km de là, il y a un Keiju humanoïde tapis en embuscade au sommet d'une tour, et celui-ci semble particulièrement intelligent, donc il est voué à apporter des problèmes dans un avenir proche. Avec le Keiju mort et la sécurité de tous assurée, le groupe finit de récolter le corps du Keiju et commence à retourner à leur base.
Tetsuo est vraiment heureux de finalement pouvoir rencontrer plus d'humains, car il y a seulement quelques heures, il était convaincu d'être le dernier humain sur Terre. À ce propos, Boule de Neige est toujours très surpris de découvrir que la Terre a pu autant changer pendant leur absence. Cela n'a duré que 10 ans, et c'est difficile à croire qu'une planète entière ait pu geler aussi rapidement. C'est clairement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les amis d'Ao roulent dans le camion devant Boule de Neige, et ils trouvent que Boule de Neige a l'air vraiment cool, alors ils demandent à Ao ce qu'elle pense de lui, mais Ao est déjà parti il y a un moment pour parler à Boule de Neige et Tetsuo. Une fois arrivée, elle place une boîte d'ananas devant Tetsuo et lui dit que c'est quelque chose qu'il réserve pour les célébrations, donc elle lui donne pour le remercier d'avoir sauvé leur vie. Voyant un autre humain devant lui, Tetsuo commence immédiatement à bredouiller à nouveau, mais heureusement, Boule de Neige est là pour arranger les choses. Il remercie donc Ao au nom de Tetsuo et dit à Tetsuo d'arrêter de faire l'idiot et de lui parler maintenant. Ao ne semble pas dérangé par le comportement bizarre de Tetsuo et lui dit que l'ananas est un peu un mets de nos jours car il est difficile de trouver quoi que ce soit au goût sucré. Et pendant qu'elle ouvre la boîte, Tetsuo voit l'hésitation dans ses yeux car elle a vraiment l'air de vouloir manger l'ananas elle-même. Il lui dit qu'il ne sait pas s'il doit accepter quelque chose qui est clairement si important pour elle, mais Ao sort de sa torpeur et lui dit qu'elle veut qu'il le prenne car sans lui, ils seraient tous morts maintenant. Elle veut donc lui montrer sa gratitude, mais elle lui demande de se dépêcher de le manger avant qu'elle ne perde toute sa maîtrise de soi. Si Ao ressent cela, alors Tetsuo ne veut pas être irrespectueux en refusant, alors il accepte de prendre l'ananas et en prend une bouchée. Cependant, même si elle a dit que Tetsuo pouvait le prendre, cela lui fait toujours mal à l'âme de regarder quelqu'un d'autre manger de l'ananas sans elle, et ce serait gênant d'en rester là. Alors Boule de Neige suggère à Tetsuo de partager le reste de l'ananas avec Ao, et Ao est vraiment heureuse d'entendre cela, alors elle accepte immédiatement. Bien qu'elle ait aussi honte de son si faible contrôle face aux sucreries. Après que Tetsuo et Ao aient fini de manger, Ao dit à Tetsuo qu'elle n'est pas venue uniquement pour lui donner l'ananas. Elle voulait aussi faire sa connaissance, alors elle tend la main et se présente formellement à lui, ce qui rend Tetsuo vraiment heureux car c'est le deuxième ami qu'il se fait. Maintenant qu'Ao a fini les remerciements et les présentations, elle passe à un sujet plus sérieux et dit à Tetsuo qu'elle doit l'informer de ce qui s'est passé pendant les 10 ans de son absence. Il avait l'intention de poser la question, et Tetsuo est un peu pris au dépourvu car il ne pensait pas obtenir ces informations si tôt, mais il voulait aussi poser la question, alors il demande à Ao de continuer son compte-rendu. Elle explique qu'il y a 10 ans, un Keiju est apparu dans l'eau au large des côtes. À ce moment-là, comme Tetsuo et les autres défenseurs faisaient si bien leur travail en éliminant tous les Keiju et en limitant les pertes au minimum, les gens n'étaient pas particulièrement effrayés par l'apparition soudaine du Keiju ni par le fait que celui-ci avait une forme humanoïde et une sphère flottante qui le suivait. 2 soldats en mecha ont été déployés pour faire face à la menace, et ils étaient sur le point de commencer, mais soudain, leurs combinaisons ont commencé à devenir très froides, au point que les soldats à l'intérieur ont commencé à geler. Et tout cela était causé par le Keiju et sa sphère blanche. Sous son commandement, la sphère blanche a commencé à se multiplier et à se répandre dans la ville. Au début, on ne voyait pas les bulles faire grand-chose, mais dès qu'elle touchait quelque chose, elle éclatait, libérant une onde de chambre cryogénique qui gelait tout et tout le monde à proximité. La même chose est arrivée dans d'autres pays du monde entier, donc tout ce qui reste maintenant, c'est ce désert gelé. D'après ce qu'Ao vient de lui dire, Tetsuo pense que le Keiju mystérieux a dû apparaître juste après qu'il ait quitté la planète pour détruire la colonie de Keiju, mais il n'arrive pas à croire qu'un seul Keiju ait pu causer autant de morts et de destruction par lui-même. Il demande à Ao pourquoi RD, l'organisation anti-Keiju, n'a rien fait pour l'arrêter. Mais son apparition et son attaque ont été si soudaines qu'ils n'ont eu aucun temps pour se préparer, et après les dégâts, ils n'avaient pas les ressources pour lancer une contre-attaque. Ils se sont donc concentrés sur le sauvetage des survivants, et depuis, l'humanité a survécu des années ainsi. Tetsuo est un peu inquiet que RD ait pu être dissoute, mais Ao lui dit qu'elle a entendu des rumeurs que RD existe toujours, et qu'ils auraient même une base entière quelque part, donc ils pourraient peut-être finir par les trouver, et Tetsuo est heureux d'apprendre cela. Au fil du temps, le groupe finit par s'approcher de la base d'Ao, alors elle appelle Tetsuo et lui dit qu'ils sont presque arrivés. Ils traversent une immense fissure dans la glace et finissent par arriver au centre commercial Nishima, la base qu'Ao appelle chez elle. Le bâtiment était autrefois un collège, et il y a énormément de gens qui vivent ici. Quand ils voient le groupe d'expédition revenir avec un robot géant, la nouvelle se répand rapidement que le sauveur est revenu. Peu de temps après, une grande foule s'est formée dehors pour accueillir Tetsuo. Voir toutes ces personnes le rend vraiment heureux, mais il est aussi un peu inquiet qu'elles puissent lui reprocher d'être parti pendant que le monde était en danger. Heureusement, les gens sont assez intelligents pour réaliser que ce n'était pas de la faute de Tetsuo, alors ils l'accueillent tous chaleureusement et le souhaitent la bienvenue dans leur centre commercial, et Tetsuo n'aurait pas pu être plus heureux à cet instant. Après les acclamations, Tetsuo descend de Boule de Neige et Ao lui explique comment les choses fonctionnent ici. Le centre commercial est une colonie assez grande, il y a environ 200 personnes ici, et chacun a une tâche à accomplir. Pour certains,
Leur travail est de quitter le centre commercial pour récolter des ressources à l'extérieur, tandis que d'autres s'occupent de l'infrastructure et des affaires à l'intérieur. Tetsuo pense que c'est également formidable, alors il demande à Ao quel est son service, et elle lui dit qu'elle travaille dans la comptabilité. En entendant cela, Tetsuo est un peu perplexe car il ne comprend pas pourquoi Ao était dans le désert glacé alors qu'elle est comptable. Et c'est ça le plus amusant, elle n'était pas censée y être. C'est en quelque sorte interdit pour elle de quitter le centre commercial, donc normalement elle aurait essayé de se faufiler pour revenir sans que personne ne la remarque, mais les anciens l'ont déjà appris et ils ont l'air fâchés. Alors Ao appelle Furamaki et Shinjo et leur dit qu'il est temps d'aller se faire gronder ensemble. Pendant ce temps, elle demande à Takamura de s'occuper de Tetsuo, et Takamura connaît la façon parfaite de l'installer, alors il emmène Tetsuo aux sources chaudes du centre commercial. Tetsuo n'arrive pas à croire qu'il y ait vraiment une source chaude ici, car c'est la dernière chose à laquelle il s'attendrait étant donné que le monde entier est gelé. Takamura lui dit qu'il a réservé l'endroit pour être sûr que personne ne les dérange pendant qu'ils sont là. Ils sautent tous dedans, et Tetsuo adore ça, car cela fait 10 ans qu'il n'a pas pris un bon bain chaud comme celui-ci. Mais maintenant qu'il y pense, il se demande où le centre commercial trouve l'énergie pour maintenir une source chaude dans des conditions pareilles. En fait, il n'y avait pas vraiment prêté attention plus tôt, mais même si partout ailleurs est gelé, le centre commercial est le seul endroit où il n'y a absolument aucune glace, donc il y a définitivement quelque chose qui se passe ici. Takamura voit déjà que Tetsuo se demande pourquoi le centre commercial est si chaud, alors il l'informe que c'est parce qu'un Keiju vit sous le centre commercial en ce moment. Tetsuo panique un peu en entendant cela, mais Takamura lui dit qu'il n'y a rien à craindre, car c'est parfaitement sûr, et tout cela grâce au dompteur de Keiju qui les a sauvés. 11 mois après que le monde ait été gelé, le groupe de survivants errait dans le désert glacé à la recherche d'un nouvel endroit où s'installer. Mais le collège Nishima, où ils prévoyaient de s'abriter, avait déjà un Keiju massif qui traînait dans les parages, et c'était leur dernier espoir, donc ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Avant cela, les survivants faisaient tout leur possible pour rester en vie, et ils se rassemblaient dans des abris d'urgence. Mais chaque fois qu'un Keiju s'approchait trop, ils étaient forcés d'abandonner leur base temporaire et de se déplacer vers un nouvel endroit. Leurs ressources se sont rapidement épuisées, et alors qu'ils étaient au bord de la mort, ils n'avaient pas d'autre choix que de manger de la viande de Keiju. Ce repas a fini par tuer la moitié des survivants car leurs estomacs ne supportaient pas la viande toxique. Au départ, certains refusaient d'en manger, mais sans nourriture dans le ventre, le froid allait sûrement les tuer tôt ou tard. Alors rapidement, tous les survivants ont mangé la viande. Parmi ces survivants, Ao était dans un très mauvais état car la viande de Keiju l'affectait. Un des membres du groupe a commencé à suggérer qu'il ferait mieux de l'abandonner. Le professeur Dao a refusé de faire une chose aussi cruelle car c'était son élève, mais Kashiki a fait remarquer qu'ils avaient déjà vu ce genre de situation, si elle est tombée malade à cause de la viande de Keiju, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à cracher du sang et ne meure. Kashiki n'avait pas nécessairement tort, mais Takamura trouvait quand même qu'il était un sale type d'envisager d'abandonner une enfant, alors il allait lui donner une correction. Mais juste à ce moment-là, ils ont tous remarqué que le Keiju qui traînait près de l'école n'était plus là, et la seconde d'après, il était apparu juste à côté d'eux. Ils ont tous commencé à paniquer et à s'enfuir, mais alors un second Keiju est apparu derrière eux, donc le groupe a paniqué encore plus et s'est réfugié derrière un bloc de glace pour se protéger. Ils pensaient tous être condamnés, car ils ne pourraient jamais distancer deux Keiju à pied, mais ils ont vite réalisé que les Keiju ne les poursuivaient pas. Ils se regardaient fixement, et si ces deux-là allaient se battre, alors ils pourraient profiter de cette distraction pour s'échapper. Cependant, juste à cet instant, Takamura a réalisé qu'Ao n'était plus avec le groupe, alors il s'est tourné vers le professeur qui la portait, mais l'homme était si secoué par la double attaque de Keiju qu'il l'a accidentellement lâché en s'enfuyant. Takamura a immédiatement essayé de courir pour la sauver, mais tous les autres l'ont retenu car c'était trop dangereux. Ainsi, Ao a été laissée seule au milieu de la neige. Alors qu'elle gèle lentement, ses cheveux commencent à blanchir, et elle entend une voix dans sa tête lui demander ce que l'on ressent d'être si proche de la mort après avoir été abandonnée par les siens. Depuis qu'Ao a mangé la viande de Keiju et qu'elle a commencé à se sentir malade, elle entendait une voix lui parler de temps en temps, et la voix semblait trouver la situation intrigante. Elle voulait savoir quelles émotions traversent la tête d'un humain mourant juste avant de perdre la vie. Ao réfléchit à ce qu'elle ressent sur le moment, et elle dit qu'elle ne veut vraiment pas mourir dans cet endroit stupide car il y a tellement de choses qu'elle n'a pas encore pu faire, et elle a peur de ce qui lui arrive maintenant. La voix trouve toutes les émotions d'Ao amusantes, car c'est exactement ce qu'elle imaginait, un mélange de peur, de désespoir, de regret et de haine pour ceux qui l'ont abandonnée. Mais Ao l'arrête sur ce dernier point, car elle ne déteste aucun des autres. Takamura et sa femme partagent toujours leur nourriture avec les enfants, même s'il n'y en a pas toujours assez pour tout le monde. Son professeur est un grand peureux, mais il se montre toujours à la hauteur quand on a besoin de lui. Et même Kashiki, qui a suggéré qu'il devrait l'abandonner, il a peut-être l'air insensible, mais c'est lui qui pleure le plus chaque fois qu'un membre du groupe meurt. Elle sait donc qu'il veillait simplement aux intérêts du groupe.
C'est pourquoi elle ne déteste aucun d'eux, et en fait, elle veut toujours faire tout son possible pour les protéger. Alors elle se lève et tient bon face au Keiju. Le Keiju était sur le point de la dévorer, mais à la dernière seconde, le second Keiju lui donne un coup de pied sauté dans la tête avec une attaque de flamme. Et l'on découvre alors que la voix qu'Ao entendait depuis tout ce temps venait de ce Keiju. Il lui dit qu'il est très intrigué par les émotions qu'elle vient de partager avec lui, et il veut en apprendre plus sur ce que sont les émotions humaines, alors il aimerait qu'elle lui enseigne. Et alors qu'une connexion se forme entre deux, le corps d'Ao commence à s'embraser, tout comme celui du Keiju. Les autres voient cela et ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais à ce qu'il semble, Ao a réussi à rallier le Keiju oiseau à sa cause. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la dompteuse de Keiju du groupe. Pendant ce temps, dans ce qu'il reste de la ville, un membre d'Erde surveille actuellement le Keiju humanoïde qui a gelé le monde entier, et celui-ci est pratiquement juste assis là. Le colonel n'a aucune idée de ce que cette chose veut, mais s'ils veulent un jour sauver le monde, ils vont devoir tuer cette chose. Cependant, juste à ce moment-là, le Keiju se retourne et regarde directement le colonel, ce qui signifie qu'il a dû remarquer sa présence, et un instant plus tard, un Keiju géant attaque le colonel et son équipe, alors le colonel dit à Totoshika de se préparer au combat. Pendant ce temps, de retour au centre commercial Mishima, après que Tetsuo s'est baigné, il retrouve Ao, et elle lui montre le Keiju avec lequel elle s'est liée. Tetsuo est un peu surpris car il n'a jamais vu un Keiju qui ressemble à un poulet avant, encore moins un qui peut produire du feu, mais Ao explique que ce n'est pas courant. Elle a déjà interrogé le Keiju à ce sujet, et il lui a dit que lorsqu'il est arrivé sur Terre pour la première fois, il était un Keiju normal, mais il a fini par prendre cette forme à un moment donné et a acquis la capacité de penser par lui-même. Il s'est également nommé Landaman, et il a une bonne relation avec Ao, mais il passe la plupart de son temps à dormir car il faut beaucoup d'énergie pour maintenir tout le centre commercial au chaud tout le temps. À un moment donné, Lando bâille, et par conséquent, une des serviettes que Takamura tenait est soufflée en l'air, et après un petit moment, elle est réduite en cendres instantanément. Takamura est déçu car c'était sa serviette préférée, mais voyant cela rappelle à Ao d'avertir Tetsuo de ne pas s'éloigner trop d'elle. On peut ne pas le sentir, mais cette grotte est actuellement brûlante, et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas brûlés vifs par les flammes de Lando en ce moment est qu'Ao contrôle la température autour de son corps pour les protéger. Ce n'est pas aussi puissant que Lando, mais Ao a aussi la capacité de produire et de contrôler les flammes, et cette capacité est la seule raison pour laquelle ils ont pu survivre si longtemps dans ce monde gelé, donc Ao croit que la seule façon pour l'humanité de vraiment triompher est de se rapprocher des Keiju, et elle promet de protéger tout le monde avec le pouvoir qu'elle a acquis. Cela dit, Ao ne peut pas exactement dire qu'elle comprend complètement Lando car il a accepté de rester ici et d'agir comme le chauffage du complexe, ce qui consomme pratiquement toute son énergie, et en échange, tout ce qu'il a jamais demandé, c'est qu'Ao vienne lui lire un livre par jour. Cela ne semble pas vraiment un échange équitable pour Ao, mais Lando semble heureux avec ça, donc elle n'a pas le droit de juger. Après cela, Takamura ramène Tetsuo dans sa chambre et explique que c'est là qu'il va désormais vivre. Normalement, les gens du centre commercial partagent une salle de classe comme quartier de couchage, mais les familles bénéficient d'exceptions spéciales, et cela signifie que Tetsuo fait désormais partie de la famille de Takamura. Et en parlant de sa famille, Takamura mentionne qu'il y a une personne de plus qu'il aimerait que Tetsuo rencontre, mais il semble que sa fille ne soit pas là pour le moment. Pendant ce temps, Tetsuo est occupé à regarder autour de la pièce quand il écarte soudainement un rideau, et à sa grande surprise, il voit la fille de Takamura, Hagan, alors qu'elle est en plein milieu de se changer, et il aperçoit involontairement une vue complète, ce qui est beaucoup trop pour son cerveau socialement maladroit, alors il s'évanouit sur place. Plusieurs minutes plus tard, Tetsuo reprend enfin connaissance, et il trouve Hagan qui prend soin de lui car Takamura avait des affaires à régler. Il est toujours désireux de se faire de nouveaux amis, alors il se lève immédiatement et se présente à Hagan, et Hagan explique que son père lui a demandé de s'occuper de Tetsuo pendant son absence. Il a également laissé une lettre pour Tetsuo et lui a demandé de la lui donner une fois qu'il se réveillerait, et Tetsuo est vraiment heureux car recevoir une lettre d'ami est l'une des étapes vers l'amitié dont il a lu. Takamura voulait essentiellement lui dire qu'il rentrerait plus tard dans la soirée, et en attendant, il espère que Tetsuo pourra bien s'entendre avec Hagan. Il a également demandé à Tetsuo d'éloigner Hagan de l'atelier de sa mère car y aller risque de réveiller beaucoup de souvenirs tragiques, surtout depuis que la mère de Hagan est décédée le mois dernier. Apprendre cela rend Tetsuo triste pour Hagan, mais elle se lève soudainement et lui demande s'il aimerait qu'elle lui fasse visiter l'installation. Tetsuo dit qu'il est heureux de l'accompagner tant que ce n'est pas l'atelier dont Takamura a parlé, mais voilà, elle finit par l'emmener à l'atelier. Elle explique que sa mère était un cadre supérieur du département technique, donc elle avait son propre atelier de recherche et développement construit, et pour perpétuer son travail, Hagan l'utilise en secret même si son père lui dit de ne pas le faire. Tetsuo est impressionné car la mère de Hagan semble être une personne incroyable, et Hagan est vraiment heureuse de l'entendre dire cela. Elle se souvient comment sa mère félicitait ses inventions chaque fois qu'elle les lui montrait,
et elle aimait toujours recevoir des tapes sur la tête après, donc puisqu'elle a enfin quelqu'un à qui montrer, elle demande à Tetsuo son avis honnête sur sa dernière invention. Pendant ce temps, le colonel et son équipe ont tout juste réussi à échapper à ce Kaiju géant, et ils ont pu le faire grâce au Kaiju qu'ils ont sous leur contrôle, mais s'ils veulent battre cette chose, alors le colonel dit qu'ils vont devoir intégrer le Kaiju de feu du centre commercial Mishima à leur force de combat, ignorant complètement le fait que les gens là-bas avaient besoin de se réchauffer. Son subordonné l'informe également qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Tetsuo serait revenu de l'espace avec une version affaiblie de Snowball, et en entendant cela, le colonel est rempli de colère car il n'arrive pas à croire que Tetsuo ne soit pas mort dans l'espace comme prévu, mais s'il est vraiment de retour, alors le colonel pense que c'est une occasion parfaite pour voler à la fois le Kaiju de feu et le robot Snowball en une seule fois, et une fois qu'il aura le pouvoir des deux sous son contrôle, l'organisation VRD deviendra le sauveur du monde. De retour au centre commercial Mishima, Takamura rentre enfin à la maison, et il est surpris de trouver Tetsuo et Hagan complètement épuisés, alors il leur demande ce qu'ils fabriquaient, et Tetsuo s'apprête à lui dire que lui et Hagan ont passé beaucoup de temps à discuter des détails de son invention, mais Hagan ne veut pas que son père découvre qu'elle était à l'atelier aujourd'hui, alors elle fait taire Tetsuo. Quoi qu'il en soit, Takamura a rapporté des ingrédients pour le dîner, donc en utilisant une pierre chaude, il fait bouillir une marmite de soupe et fait griller de la viande de Kaiju, mais comme Tetsuo n'est pas encore habitué à manger de la viande de Kaiju comme les autres, Takamura l'avertit de s'en tenir aux légumes car il pourrait finir par tomber malade. Après le dîner, ils vont tous se coucher par terre, mais Tetsuo a du mal à s'endormir car il est si heureux de pouvoir enfin faire des activités d'amis, mais pendant que Tetsuo sourit d'une oreille à l'autre de joie, Hagan fait un cauchemar du jour où sa mère est morte. Et c'était assez horrible car elle a dû regarder le corps déjà démembré de sa mère être dévoré par un Kaiju juste devant elle. Pendant ce temps, dans la neige près du centre commercial Mishima, il y a un Kaiju nommé Artemis qui est en train de grignoter des cerveaux de Kaiju, et il veut désespérément essayer de manger plus d'humains pour changer. Ce Kaiju est lié à l'un des subordonnés du colonel, et il a la capacité de communiquer sur de très longues distances, donc il leur a transmis des informations pendant qu'ils sont en route pour commencer leur attaque. Il confirme que le Kaiju de feu et le robot Snowball sont bien au centre commercial Mishima, et puisque cela a été confirmé, le colonel a l'intention de tuer tout le monde là-bas afin de pouvoir s'approprier les deux. Après tout, il se moque de quiconque refuse d'accepter son salut VRD. Cela dit, cela va leur prendre un certain temps pour arriver au centre commercial, donc une semaine se passe sans incident, et pendant ce temps, Tetsuo et Hagan ont tous deux continué à s'éclipser ensemble vers l'atelier pour travailler sur le projet de Hagan, et il est enfin terminé. C'est un ensemble d'armes, et Hagan se sent incroyablement soulagée maintenant que c'est fini car elle était très nerveuse depuis qu'elle a commencé à travailler avec de la poudre à canon. Tetsuo ne comprend pas vraiment ce qui l'inquiétait autant, mais c'est simplement parce qu'avec tous les combats qu'il a menés, il est déjà habitué à travailler avec des explosifs. À ce propos, Tetsuo demande à Hagan pourquoi elle construisait quelque chose comme ça en premier lieu, mais avant qu'elle n'explique, Hagan demande à Tetsuo de s'approcher un peu plus. Tetsuo fait comme elle demande, et Hagan lui dit que c'est quelque chose que sa mère avait l'habitude de faire pour elle chaque fois qu'elle faisait du bon travail, donc elle aimerait essayer de le faire pour quelqu'un d'autre. Tetsuo ne sait pas de quoi elle parle, mais alors Hagan place sa main sur sa tête et lui dit qu'il a fait du bon travail. Cela choque Tetsuo, et Hagan devient vite rouge écarlate car c'est bien plus embarrassant qu'elle ne l'avait imaginé, alors elle retire sa main de sa tête et s'excuse auprès de Tetsuo de l'avoir fait supporter sa demande, mais Tetsuo s'évanouit déjà de honte. Un peu plus tard, ils dînent tous comme d'habitude, et Hagan pense en elle-même que cela ne fait que 45 jours depuis la mort de sa mère. Pourtant, elle ne trouve pas si étrange que Tetsuo soit actuellement assis à l'ancienne place de sa mère. En fait, on dirait presque que Tetsuo a toujours fait partie de la famille, mais quoi qu'il en soit, elle ne peut pas oublier ce qui est arrivé à sa mère et le bruit horrible de son corps écrasé dans la gueule du Kaiju, donc tant qu'elle ne l'aura pas vengé, Hagan ne pourra pas trouver le repos. Plus tard cette nuit-là, Tetsuo se réveille et découvre que Hagan n'est plus là. Il réalise qu'elle a laissé une lettre pour lui, alors il y jette un coup d'œil, et il est choqué par ce qu'elle dit. Hagan est actuellement dehors toute seule avec les armes qu'elle a fabriquées avec Tetsuo, et elle a l'intention de traquer et de tuer le Kaiju qui a dévoré sa mère. La raison pour laquelle elle n'en a parlé à personne d'autre est qu'elle sait que son père essayerait de l'arrêter, mais elle commence à regretter d'être venue seule quand elle se retrouve face à face avec Artemis. Artemis est ravi car il se souvient de l'odeur de Hagan, car il avait prévu de la manger juste après sa mère, mais à cause de l'arrivée d'Ao et Lando, il a été forcé de battre en retraite. Au début, Hagan était terrifiée, mais quand elle se souvient de ce que cette chose a fait à sa mère et de ce pourquoi elle est venue ici, elle se ressaisit et se prépare au combat. Artemis frappe Hagan, s'attendant à l'écraser facilement, mais à sa grande surprise, Hagan esquive sans une égratignure, et tout cela grâce à la première partie de son invention, les bottes anti-Kaiju à propulsion. Elles ont un système d'évitement automatisé intégré, donc même si Hagan n'a pas le temps de réagir, elle peut encore éviter ses attaques. Cependant,
Elle n'est pas venue ici seulement pour courir, alors elle sort l'arme qu'elle a développée avec Tetsuo. Tetsuo l'avait averti qu'une chose comme ça ne suffirait pas à tuer un keiju car même si vous touchez un keiju en pleine bouche, cela ne ferait qu'une blessure superficielle, mais Hagan a dit que ce n'était pas grave car elle n'a pas besoin de tuer le keiju pour se venger. Elle tire une roquette directement dans la gueule du keiju alors qu'il charge vers elle, et alors que la roquette explose, d'innombrables petites lames dont lesquelles et Tetsuo ont fabriqué sont projetées dans la gueule du keiju. Chaque lame a été conçue pour être impossible à enlever, et à la moindre vibration des cordes vocales du keiju, les lames vibreront, causant une douleur intense, donc dans des conditions comme celle-ci, le keiju ne pourra plus jamais manger, le condamnant à une éventuelle famine. C'est la conclusion de la vengeance de Hagan, mais elle n'a pas vraiment pensé à un plan pour survivre après cela, alors elle tombe simplement à genoux et attend la mort. Cependant, avant que le keiju ne puisse frapper Hagan, Tetsuo et Snowball arrivent à toute vitesse et tranchent le bras du keiju. Snowball dit alors au keiju de disparaître avant qu'il ne l'anéantisse, et Artemis n'a d'autre choix que de battre en retraite. Maintenant que la menace est partie, Tetsuo court vers Hagan pour vérifier si elle va bien, mais il finit par trébucher et atterrir directement sur elle, et à ce moment-là, il dit la seule chose qui lui vient à l'esprit et lui dit qu'elle a fait du bon travail toute seule, et entendre cela fait monter les larmes aux yeux de Hagan car cela lui rappelle exactement comment sa mère le disait. C'est un moment touchant, mais soudainement, Snowball sent que quelque chose ne va pas, alors il dit à Tetsuo de retourner immédiatement dans le cockpit pour qu'il puisse sortir d'ici, mais il est déjà trop tard pour cela. Le colonel et son équipe se rapprochent de leur emplacement, et même si Artemis a été vaincu, le colonel n'est pas inquiet car ils ont toute une armée de keiju sous leur contrôle, et comme ils sont déjà assez proches, il dit à Haro de tirer, frappant Snowball avec une vague de projectiles qui le font exploser. À l'époque où RD venait tout juste d'être créé, Sagami s'était engagé comme soldat, et il était si doué dans son travail qu'il gagna rapidement le respect de la force après son arrivée. Grâce à ses talents, les gens l'appelaient souvent leur sauveur, un titre qui fit des merveilles pour son ego. Au fil des années, Sagami continua de construire son identité autour de son complexe de sauveur, et jusqu'à ce moment-là, tout allait parfaitement bien pour lui. Mais un jour, alors que Sagami accrochait l'une de ses dernières récompenses, il vit un reportage sur la façon dont Tetsuo venait de tuer un keiju à l'aide d'un robot récemment mis au point, et ce jour-là, tout changea pour lui. Soudainement, les gens acclamaient Tetsuo comme leur sauveur au lieu de Sagami. Sagami ne supportait pas qu'un gamin comme Tetsuo lui fasse de l'ombre, mais il ne pouvait rien faire car la faveur publique s'était déjà tournée vers Tetsuo. Peu après, RD lança une initiative visant à cesser complètement d'envoyer des fantassins et à se concentrer sur l'envoi de troupes dans des robots produits en masse, copiés sur Snowball. Plusieurs soldats étaient mécontents de cette décision car elle rendait leur travail beaucoup moins précieux, et Sagami était aussi contrarié que les autres, mais il n'était pas en position de se plaindre, car la hiérarchie avait déjà décidé que les robots étaient la voie à suivre dans la lutte contre les keiju, et il n'était pas prêt de changer d'avis. Sagami essaya de son mieux de s'habituer à piloter les robots dans l'espoir de revivre ces jours de gloire où il était le meilleur d'entre les meilleurs, mais après avoir essayé lors d'une simulation, il réalisa qu'il était désespérément médiocre. Il demanda à l'évaluateur s'il y avait un problème avec la réactivité des machines, mais non, il n'était tout simplement pas fait pour cela. En revanche, depuis que Tetsuo était apparu aux yeux du public, il avait prouvé maintes et maintes fois qu'il était le plus grand de tous les temps en matière de pilotage de mecs anti-keiju, capable de vaincre plusieurs keiju par lui-même avec des dégâts collatéraux minimes. Ainsi, il fut consacré comme le nouveau sauveur de l'humanité, et Sagami fut laissé pour compte, sombrant dans l'oubli tandis que le monde l'oubliait peu à peu. Tout ce à quoi Sagami pouvait penser à ce moment-là, c'était à quel point sa vie serait meilleure, et à quelle attention il aurait droit, si Tetsuo n'était pas apparu. Et c'est ainsi qu'il développa sa rancune envers un adolescent. Plus tard, il y eut un incident où 3 keiju géants apparurent en même temps dans la ville, et les troupes au sol furent envoyées pour tenter de minimiser les pertes tout en gagnant du temps pour que les gros canons comme Tetsuo arrivent. Le fait que Sagami ait été pratiquement relégué à la gestion des dégâts le mit hors de lui. Pendant la mission, l'escouade de Sagami devait seulement occuper les keiju, car il ne disposait pas des outils nécessaires pour les tuer réellement, mais Sagami avait d'autres plans. Alors qu'un des keiju approchait, il ordonna à ses hommes de se replier tandis qu'il avançait dans l'espoir de s'attribuer une partie de la gloire du combat. Il courut vers le keiju et se mit à lui tirer dessus avec son arme. À sa décharge, il était très habile dans ses manœuvres tactiques, mais son arme ne faisait tout simplement pas beaucoup de dégâts au keiju. Cependant, cela ne semblait pas avoir d'importance pour Sagami, car il était obnubilé par toutes les louanges qu'il recevrait une fois qu'il aurait tué cette chose. Mais alors que le keiju se dirigeait vers lui, avant qu'il ne puisse attaquer Sagami, il fut percuté par Tetsuo et transpercé à la tête. En voyant cela, Sagami fut furieux au-delà de toute mesure, car il croyait que Tetsuo venait de lui voler une nouvelle occasion de briller. Dans un accès de rage, Sagami pointa son arme vers Snowball et appuya sur la détente, mais c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'avait plus aucune balle. Cela signifiait que si Tetsuo ne l'avait pas sauvé,
Sagami aurait été certainement tué. En réalité, il aurait dû être reconnaissant. Mais Sagami avait déjà dépassé depuis longtemps les limites de la raison, désormais il haïrait Tetsuo quoi qu'il arrive. Après cela, Sagami commença à se concentrer strictement sur l'ascension des échelons de l'organisation afin d'accumuler plus de pouvoir décisionnel. Une fois qu'il eut l'autorité nécessaire, il convoqua une réunion avec tous les dirigeants d'RD et les convainquit qu'il était trop risqué de laisser le sort de l'humanité entière reposer uniquement sur les épaules de Tetsuo. Il proposa donc qu'on le charge de superviser un effort pour créer le prochain groupe de sauveurs de l'humanité, tout cela pour pouvoir enfin surpasser Tetsuo un jour. Il nomma le groupe VRD, et il était certain qu'il finirait par être connu comme les sauveurs du monde. Mais ensuite, en 2034, le grand gel survint, plongeant le monde dans le chaos presque immédiatement. Au même moment, dans l'espace, la mission visant à détruire le nid de Keiju avec Tetsuo avait également échoué, si bien qu'RD avait pratiquement cessé d'exister du jour au lendemain. VRD sombra aussi dans l'oubli sans le soutien d'RD, mais juste au moment où le plan de Sagami semblait avoir échoué, il découvrit un pouvoir encore plus grand, la capacité de contrôler les Keiju grâce à ses enfants, et il compta utiliser pleinement ce pouvoir pour atteindre son objectif de devenir l'unique sauveur du monde. Cependant, le retour de Tetsuo menaçait ce plan. Il ne pouvait pas laisser Tetsuo redevenir le sauveur de l'humanité, alors il décida de le tuer dès leur premier contact. Snowball sentit le danger approcher et tenta d'avertir Tetsuo à temps, mais il était déjà trop tard, car les enfants de Sagami avaient déjà tiré plusieurs projectiles sur Snowball, soufflant la moitié de son corps. Sagami et ses enfants célébrèrent tous la frappe réussie, et Sagami dit qu'ils avaient eu beaucoup de chance de surprendre Tetsuo loin du centre commercial à un moment comme celui-ci, car cela rendait leur travail beaucoup plus facile. Juste alors, il remarqua que Yuma n'avait pas l'air très heureuse malgré leur victoire. Elle dit qu'elle était simplement contrariée parce que maintenant qu'Artemis était vaincue, elle ne pourrait plus aider le groupe lors des missions, ce qui signifiait qu'elle était désormais inutile. Cependant, Sagami la réconforta en lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car elle pouvait désormais compter sur lui pour la protéger. Il leur rappela à tous qu'ils étaient VRD, et qu'ensemble ils deviendraient le salut de l'humanité, mais pour atteindre cet objectif, Sagami devait d'abord tuer l'ancien sauveur. Il pensa en lui-même qu'à ce moment-là, Tetsuo devait sûrement pleurer à chaudes larmes sur son robot détruit, et ils se mirent tous à se moquer de lui. Mais soudain, les moteurs de Snowball rugirent à nouveau, et en un mouvement rapide, il combla la distance et trancha les cornes d'un des Keiju. Le groupe VRD fut choqué que Tetsuo ait réussi à se remettre d'un tel assaut. Tetsuo continua son attaque, tranchant la tête d'un autre Keiju, mais il réalisa alors qu'il y avait des gens debout sur le Keiju, ce qui le rendit très perplexe, car il ne comprenait pas ce qu'il faisait là-haut. Pour l'instant, il décida de tuer le Keiju tout en évitant les personnes, mais avant qu'il ne puisse frapper, l'un des enfants de Sagami, Otoshi, les téléporta hors de portée, laissant Tetsuo complètement abasourdi. Snowball ne parvint pas non plus à comprendre ce qui venait de se passer, car cela allait à l'encontre de tout ce qu'il sait des lois de la physique. Mais maintenant qu'ils y réfléchissent vraiment, beaucoup de choses incompréhensibles se sont produites récemment. Ce n'est pas la première fois qu'ils voient quelque chose de semblable, puisque les pouvoirs de Lando défient également les lois de la physique, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'une chose comme la téléportation soit possible. Sagami devine que Tetsuo est probablement submergé par tout ce qui se passe, alors, comme dernier acte de bonté avant de le tuer, il décide d'expliquer comment tout cela est arrivé. Il y a un dicton selon lequel les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau, et que s'ils parvenaient un jour à débloquer leur pleine capacité mentale, ils pourraient alors accéder au monde métaphysique pour utiliser des pouvoirs surnaturels, mais ce ne sont que des bêtises. Aussi avancé que soit l'esprit, si le corps n'a pas la capacité d'accomplir des choses surnaturelles, cela n'arrivera jamais. Cependant, en ce qui concerne les Keiju, leur nature même est surnaturelle, et la seule chose qui les retient est leur manque de puissance cérébrale pour accéder à leurs capacités surnaturelles. Ainsi, lorsque les humains créent un lien avec les Keiju, ils sont capables de débloquer les capacités latentes qui sommeillaient en eux. Ces informations commencent vraiment à effrayer Tetsuo et Yukio, car si c'est vraiment le cas, alors Tetsuo et Yukio font face à un groupe de Keiju ayant chacun leur propre capacité spéciale, et ils ne savent pas comment faire face à une telle situation, surtout quand Snowball a déjà perdu un bras. Ils demandent pourquoi Sagami fait cela, mais en toute honnêteté, ce n'est pas vraiment important, car tout ce qui compte, c'est qu'ils menacent leur vie, et cela signifie qu'ils doivent se battre. Pendant ce temps, au centre commercial, Ao et les autres s'amusent à faire les idiots avec quelques chaises dans le bureau. Les autres essaient de faire retourner Ao au travail, car ils doivent finir leur travail avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Ao s'amuse trop pour s'en soucier pour l'instant. Mais justement, Ao devient silencieuse parce qu'elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle ne peut pas mettre exactement le doigt dessus, mais elle sent que quelque chose de terriblement mauvais se passe dans cette direction. Pendant ce temps, Sagami est pratiquement enivré par ses propres pensées, se rassurant qu'il n'y a aucun moyen qu'il perde son combat contre Tetsuo. Mais par mesure de sécurité,
Il prévoit que tout le monde attaque Tetsuo en même temps afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun moyen qu'il survive, et après cela, ils se dirigeront vers le centre commercial. Pendant ce temps, dans le cockpit, Tetsuo est absolument concentré, car il a déjà envisagé tous les scénarios possibles dans sa tête. Il sait qu'il n'a aucune chance de survivre, mais il va tout de même éliminer autant d'entre eux qu'il le pourra avant de mourir. Juste alors, Sagami a le sentiment qu'il y a un problème avec son plan, alors il dit à Otoshi d'envoyer le signal de la carte orange à tout le monde en raison d'un changement de plan. Les autres sont surpris que Sagami appelle soudainement un code orange, alors qu'il semble qu'il pourrait éliminer Tetsuo sans problème pour l'instant, mais ils ne savent pas ce que Tetsuo est capable de faire lorsqu'il est acculé. Le groupe commence son avancée, et Tetsuo se prépare pour un combat à mort. Mais tous les Keiju passent directement devant lui, car la carte orange signifie qu'ils doivent ignorer toute distraction et accomplir leur objectif initial. Ils se dirigent donc tout droit vers le centre commercial Mishima pour capturer Lando par eux-mêmes, laissant seulement Sagami, Yuma et Otoshi derrière pour s'occuper de Tetsuo. Sagami savait qu'ils gagneraient s'ils attaquaient Tetsuo ensemble, mais en même temps, il savait que Tetsuo pourrait éliminer au moins 3 de leurs Keiju avant qu'ils ne puissent le tuer, ce qui les aurait placés dans une position très défavorable s'ils avaient poursuivi dans cette voie. C'est pourquoi il a plutôt imaginé ce plan. Pour être clair, il dit à Tetsuo que les autres arriveront au centre commercial Mishima dans 4 à 5 minutes, donc il doit rattraper les autres dans les 4 prochaines minutes. Sinon, tout le centre commercial sera réduit en ruine. Mais il ne peut pas faire cela tant qu'il n'a pas vaincu Sagami, car s'il essaie de les poursuivre, Sagami l'attaquera par derrière. 10 secondes s'écoulent sans que Tetsuo ne bouge, car il essaie encore de déterminer la meilleure ligne de conduite pour sauver les gens au centre commercial, et Sagami se moque de lui en le traitant de sauveur raté. Mais un instant plus tard, Tetsuo bondit en avant et tente de trancher en deux Sagami et le Keiju sur lequel il se tient, mais avant qu'il ne puisse le faire, il est projeté en arrière dans les airs. Tetsuo et Snowball sont sous le choc, car ils ne savent pas ce qui vient de les frapper. Mais il s'avère que Sagami a aussi son propre Keiju, et il est extrêmement puissant, donc Tetsuo va avoir du mal à le combattre. Pour l'instant, Tetsuo arrive à peu près à suivre Héraclès et à parer ses coups d'épée avec le bras restant de Snowball, mais pas grand-chose de plus, alors il demande à Snowball de faire quelque chose. Ainsi, Snowball active sa fonction secrète, mais il s'avère que tout ce qu'elle fait, c'est produire un siège pliant latéral. Il y a 10 ans, quand le père de Tetsuo finissait les préparatifs de la mission spatiale, il a demandé à Snowball s'il avait des demandes particulières à ajouter à son corps. C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée d'une capsule d'évacuation intégrée qui se transforme en un petit robot, mais en plus de cela, Snowball a aussi demandé qu'un siège supplémentaire soit installé dans le cockpit parce qu'il espérait qu'un jour Tetsuo se ferait un vrai ami, et que lorsque cela arriverait, il voulait qu'il puisse inviter cet ami à bord s'il le souhaitait. Il y a aussi des jeux de société et un grill à takoyaki intégré, mais cela ne va pas vraiment les aider dans cette situation. Le bon côté, c'est que le siège supplémentaire a une certaine utilité car maintenant Kagan s'est attaché, Tetsuo peut se dépenser pleinement dans ses mouvements, alors il part une des attaques d'Héraclès et en profite pour rouler le long de son épée tout en tailladant son épaule. Cela laisse une profonde entaille dans le bras d'Héraclès, ce qui devrait limiter sa mobilité désormais, mais malheureusement, Tetsuo ne s'en sort pas complètement indemne. En terminant son attaque, Héraclès a réussi à frapper une des jambes de Snowball à la descente, causant de sérieux dégâts, et si les choses continuent ainsi, ils ne pourront jamais gagner ce combat. Juste à ce moment, Tetsuo remarque Kagan pleure, alors il lui demande si elle va bien, et elle s'excuse de faire une scène alors qu'il est si occupé à se battre, mais elle se sent absolument horrible. C'est à cause d'elle que Tetsuo se trouve ici en premier lieu et qu'il a été attaqué. Pourtant, elle est totalement incapable de l'aider, alors elle ne peut rien faire d'autre que compter sur lui pour la sauver. Elle dit à Tetsuo qu'elle pense que l'ennemi est venu ici pour attaquer avec un plan en tête, et si c'est le cas, alors ils attendaient probablement 3 heures du matin parce que c'est à ce moment la Kao et les autres partent généralement explorer. Cela signifie qu'elle est loin du centre commercial actuellement et incapable de le protéger s'il est attaqué, donc Tetsuo est vraiment leur dernière ligne de défense. Il doit vaincre ces types rapidement et retourner au centre commercial à temps pour arrêter l'attaque, mais Héraclès ne semble pas être le genre de Keiju à tomber rapidement, donc Tetsuo n'y arrivera jamais à temps. Il ne sait toujours pas ce que ces types cherchent ni pourquoi ils les attaquent tous en premier lieu, et avec les dégâts déjà subis par Snowball, il est en sérieux désavantage, donc il ne pourra pas gagner par la force pure ou par ses compétences pour l'instant. Du moins pas sans obtenir plus d'informations sur l'ennemi. Ainsi, il a l'idée de simplement demander directement à Sagami pour voir comment il réagit. Snowball est choqué par l'idée de Tetsuo parce que c'est la première fois que Tetsuo suggère volontairement la communication, et il voit là une énorme progression des compétences sociales de Tetsuo. Même si ce n'est pas le meilleur contexte pour les utiliser, Tetsuo demande à Snowball d'allumer les haut-parleurs extérieurs pour que Sagami puisse l'entendre car s'il peut comprendre le motif de Sagami, alors il pourra peut-être trouver une faiblesse à exploiter ou même éviter complètement un combat s'il a de la chance. Tetsuo fait faire à Snowball un signe de temps mort à Sagami,
et Sagami trouve amusant que Tetsuo appelle une trêve à un moment pareil, alors il accepte d'arrêter le combat pour l'instant. Tetsuo rassemble alors son courage pour demander à Sagami pourquoi il fait tout cela, et Sagami dit qu'il essaie simplement de sauver le monde. Quelque chose dans la façon dont Sagami a dit cela ne plaît pas à Snowball, alors il commence à se demander si c'était une erreur de laisser Tetsuo parler à ce type. Sagami poursuit en disant que tout ce qu'il voulait, c'était emprunter le keiju de feu du centre commercial pour l'utiliser afin d'abattre le keiju de glace humanoïde qui a gelé le monde, et Tetsuo prend toutes ces déclarations au pied de la lettre puisqu'il n'a jamais eu affaire à un psychopathe auparavant. Il dit à Sagami que s'il veut vraiment sauver le monde, alors il n'est pas nécessaire qu'ils se battent puisqu'ils peuvent coopérer, et Sagami admet que travailler avec Tetsuo rendrait probablement le travail plus facile, mais il y a un problème à cela. Il déteste chaque atome de l'être de Tetsuo, et pas un seul jour ne passe sans qu'il prie pour la chute de Tetsuo, donc il ne sera satisfait que lorsqu'il l'aura tué de ses propres mains. Snowball coupe la transmission au milieu du discours de Sagami, mais les dégâts sont déjà faits car le moral de Tetsuo est en miettes après ce que son plus grand détracteur vient de dire. Les gens qui ont du mal à communiquer avec les autres dressent souvent des murs mentaux inconsciemment pour éviter d'être blessés, et toute cette haine de Sagami a vraiment porté un coup à la confiance de Tetsuo. Quand Héraclès attaque à nouveau, Tetsuo n'arrive plus à suivre aussi bien qu'avant, et peu après, le bras de Snowball est endommagé, le laissant vulnérable à l'attaque, et à ce moment-là, Héraclès tranche proprement une partie de la tête de Snowball, plongeant Tetsuo dans un désespoir total. Snowball tombe au sol après les dégâts subis, et sur ordre de Sagami, Héraclès commence à piétiner le corps de Snowball, comptant achever Tetsuo une fois pour toutes. À l'intérieur de Snowball, Tetsuo et Hagan voient Héraclès les piétiner, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne pénètrent dans le cockpit, mais ils n'y peuvent pas grand-chose. Tetsuo se blâme car maintenant qu'il a échoué, tout le monde au centre commercial va aussi mourir. Les souvenirs de Sagami le traitant de sauveur bon à rien et raté lui reviennent, et Tetsuo ne veut vraiment pas penser à cela dans ces derniers instants, alors il se ressaisit et active la dernière partie fonctionnelle de Snowball, les fusées de propulsion. Il essaie de prendre assez de hauteur pour être hors de portée d'attaque d'Héraclès, mais alors qu'il vole dans les airs avant même que Tetsuo ne s'en rende compte, Héraclès est déjà au-dessus d'eux. Il a dû voir clair dans le plan d'évasion de Tetsuo et a sauté au même moment où il décollait pour être au-dessus d'eux au moment où ils arrivent en l'air. Tetsuo fait une véritable crise de panique car il ne croit plus pouvoir vaincre ce keiju, et vaincre des keiju est la seule chose qu'il ait jamais su bien faire, donc s'il ne peut pas faire cela, alors autant être mort. Snowball voit que Tetsuo n'est pas en état de gérer la situation actuellement, alors il lui reprend les commandes et augmente la puissance des fusées pour intercepter la frappe d'Héraclès avant de se rediriger pour donner un coup de tête à Héraclès en plein sternum, l'étourdissant assez longtemps pour qu'il puisse s'échapper devant lui. Bien qu'Héraclès ait réussi à effleurer un peu Snowball. Pendant que Snowball s'éloigne en volant, il s'excuse auprès de Tetsuo d'avoir soudainement pris les commandes sans lui demander d'abord, et Tetsuo s'excuse auprès de Snowball car c'est de sa faute s'il a subi tant de dégâts. Il aurait dû savoir qu'un type comme lui n'a pas à essayer de tenir une conversation avec un parfait inconnu comme ça. Il a cru par erreur que puisque tout le monde qu'il avait rencontré jusqu'ici était amical, ce serait pareil avec Sagami, mais ce n'était qu'une chance stupide. Il a vraiment pensé avoir grandi et qu'il pourrait peut-être gérer les choses par lui-même, mais au final, il s'avère qu'il n'a pas changé du tout car il échoue encore quand cela compte le plus, donc il n'aurait jamais dû essayer de sortir de sa zone de confort ainsi. Snowball essaie de dire à Tetsuo que ce n'est pas de sa faute s'ils n'ont pas pu gagner ce combat et que cela n'aurait pas été si difficile s'il n'était pas coincé à utiliser cette capsule d'évacuation pour se battre. Elle n'a pas assez de spécifications ou de force pour rendre ne serait-ce qu'une fraction de la force ou des compétences de Tetsuo, donc il ne devrait vraiment pas se blâmer pour ce qui est arrivé. Si quoi que ce soit, Snowball pense que c'est lui qui devrait être blâmé car en ce moment ils doivent retourner au centre commercial le plus vite possible, mais avec l'état actuel de son corps, Snowball n'est pas capable de générer assez de poussée pour aller à pleine vitesse. Il essaie vraiment de son mieux pour remonter le moral de Tetsuo, mais rien de ce que dit Snowball ne semble vraiment l'atteindre, et s'il ne trouve pas quelque chose rapidement, Tetsuo ne pourra plus jamais retrouver confiance en lui. Snowball veut dire quelque chose comme « Tetsuo est incroyable d'avoir relevé le défi de tenir une conversation », ou qu'il ne devrait pas abandonner parce qu'il a encore Snowball à ses côtés. Mais il réalise alors que la raison pour laquelle Tetsuo est si déficient socialement, c'est parce que Snowball a été à ses côtés depuis qu'il est jeune, et que sa présence est ce qui a finalement poussé Tetsuo plus loin dans la réclusion. Il ne peut pas se résoudre à dire des paroles aussi vides, mais il doit encore trouver un moyen d'apaiser l'esprit de Tetsuo avant qu'il ne soit trop tard. Juste à ce moment, Hagan pose doucement sa main sur celle de Tetsuo pour le réconforter, et cela surprend un peu Tetsuo, mais quand il la regarde, il voit qu'Hagan est terrifiée, et elle a fait de son mieux pour retenir ses larmes afin de ne pas distraire Tetsuo, mais tout cela est trop pour elle. Elle est si souvent passée près de la mort cette nuit, et la menace que ces gens puissent détruire tout et tout ce qu'elle aime la remplit d'une telle terreur qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a aucune idée de comment Tetsuo a fait pour gérer des situations comme celle-ci tous les jours jusqu'à maintenant,
Et sentir les mains tremblantes d'Hagan rappelle à Tetsuo que combattre des Kaiju terriblement forts n'est pas une chose normale pour la plupart des gens et que tout le travail qu'il a fourni dans les combats n'est pas complètement vain juste parce qu'il n'a pas pu battre Héraclès. Il se met alors à pleurer avec Hagan, et Snowball veut se joindre à eux, alors il tend un bras vers eux, mais il réalise alors que ce n'est pas le moment de s'immiscer dans l'instant de Tetsuo. Au lieu de cela, il concentre toute son énergie à les faire voler de retour vers le centre commercial le plus vite possible afin qu'ils y arrivent avant que ces Kaiju ne détruisent complètement l'endroit et ne volent Lando, mais alors qu'ils sont encore en vol, quelque chose de totalement inattendu se produit car Snowball capte une transmission entrante. Il informe Tetsuo du message, et Tetsuo est aussi choqué que Snowball car après le grand gel, la plupart des technologies et réseaux de communication mondiaux ont été détruits, alors comment ce message est-il transmis et par qui? Snowball n'a aucune information sur qui est derrière l'envoi de ce message car tout ce qu'il dit, c'est que le message vient d'un numéro inconnu, et après un court délai, ce numéro inconnu semble avoir envoyé un message crypté adressé à Snowball et Tetsuo. Snowball commence à le déchiffrer, et à sa grande surprise, une fois qu'il a fini d'analyser le contenu du message, il découvre qu'il leur dit de rester éloignés du centre commercial car les Kaiju sont déjà arrivés et c'est trop dangereux, mais cela soulève encore plus de questions car personne au centre commercial ne devrait même avoir la technologie pour envoyer un message comme celui-ci, et encore moins connaître les coordonnées de Snowball assez bien pour le lui envoyer directement. Pendant ce temps, les Kaiju viennent tout juste d'arriver au centre commercial, et les enfants sont tous impressionnés par le fait qu'il n'y a vraiment pas de neige ici, mais c'est prévisible quand un Kaiju de feu vit ici. Le plan initial était de tout détruire et de s'emparer du Kaiju de feu une fois que les choses se seraient calmées, mais Tamiya a encore une conscience, et il commence à se demander si tout cela est vraiment nécessaire, puisqu'il doit y avoir un moyen plus pacifique de résoudre cette situation, comme faire en sorte que le pilote du Kaiju de feu s'allie à eux au lieu de tous les détruire sans raison. Cependant, les autres lui disent que c'est impossible. Le rêve du capitaine est que VRD devienne les sauveurs d'âme de l'humanité, donc ils ne peuvent s'allier avec personne, et Makoto est d'accord, d'autant plus que le capitaine leur a dit qu'ils ont le droit de tuer tous les gens du peuple qui refusent de reconnaître VRD, donc les civils sont des cibles légitimes. Tamiya cède et accepte de poursuivre la mission comme prévu, alors il dit à Makado et aux autres de se disperser et d'encercler le bâtiment au cas où, pour que personne ne s'échappe. Il prépare ensuite la capacité d'Aris et commence à viser les projectiles vers l'école. La capacité d'Aris lui permet de transformer ses cornes en divers types de projectiles selon la situation et de les tirer avec une précision redoutable. Tamiya prévoit de bombarder l'école avec une force si écrasante que les personnes à l'intérieur perdront immédiatement toute volonté de se battre, et à partir de là, une fois que les survivants sortiront et commenceront à se rendre, les choses devraient bien se passer. Il arme ses grenades pour qu'elles explosent, et une fois qu'elles sont toutes prêtes, il les lance directement sur le bâtiment de l'école, provoquant d'immenses explosions tout autour. Mais à sa grande surprise et à celle des autres, une fois la poussière retombée, le centre commercial est toujours debout, car ils ont activé un générateur de boucliers anti-Kaiju installé sur le toit. À l'intérieur, les ingénieurs du centre commercial se sont tous rassemblés dans la salle de contrôle pour commencer à prendre des contre-mesures contre les envahisseurs, et le patron est vraiment agacé, car utiliser autant la barrière va gaspiller énormément d'électricité, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Pendant ce temps, Takimura essaie désespérément d'envoyer un message à Snowball pour savoir si Tetsuo et Hagan vont bien, et à son grand soulagement, il finit par réussir à les joindre. Pendant qu'il parle, le patron dit qu'il est temps de contre-attaquer contre l'ennemi, alors il devrait commencer à préparer les systèmes d'armement. Dehors, Tamiya reconnaît la barrière comme l'une des barrières anti-Kaiju K2 utilisées par RD avant le grand gel. Makoto ne comprend pas pourquoi un simple bâtiment scolaire posséderait une barrière de qualité militaire, mais Nayuda le traite d'idiot et explique que l'école n'avait pas cette barrière à l'origine. Au lieu de cela, elle a dû être ajoutée par certains des ingénieurs qui vivent ici en prévision d'une éventuelle attaque de Kaiju. Mais compte tenu de l'état actuel du monde, cela a dû leur prendre des siècles pour créer des défenses aussi solides, et Nayuda est impatient de voir ce qu'ils ont en réserve ici. L'arsenal du bâtiment se met bientôt en ligne, et plusieurs tourelles à missiles émergent du sol, toutes pointées directement vers les Kaiju. Sur un signal du patron, des dizaines de missiles sont tirés droit sur Tamiya. Mais même avec d'innombrables têtes chercheuses se dirigeant vers lui, Tamiya semble parfaitement calme, car il sait que quelque chose comme ça ne suffira pas à l'abattre. Il ordonne alors à Haro d'effectuer des manœuvres défensives, donc Haro divise ses cornes en dizaines de minuscules morceaux et les envoie voler droit sur les missiles, interceptant chacun d'eux avant même qu'ils ne puissent s'approcher de Tamiya. Sur les écrans, l'équipe du centre commercial Mishima voit que toutes leurs attaques de missiles ont échoué, et ils commencent à paniquer un peu, mais le patron leur dit de rester concentrés et de continuer à tirer, alors c'est exactement ce qu'ils font. Pendant ce temps, Nayuda commence à s'approcher du bâtiment par le haut et à griffer la barrière avec son Kaiju. Jusqu'à présent, la barrière a résisté à son assaut, mais chaque coup endommage considérablement l'intégrité de la barrière, donc elle ne pourra pas tenir encore longtemps. Ainsi,
Il décide de le cibler à la place et commence à tirer sur Nayuda, mais son Keiju est beaucoup trop rapide et esquive les tirs avant d'être touché. Il fait de même avec les tirs de missiles qui suivent, et il s'amuse comme jamais, alors il leur dit de continuer à envoyer les missiles. Mais une fois qu'ils seront à court de munitions, ce sera fini pour eux. Et pendant que Nayuda était occupé à esquiver les missiles, les deux autres se sont blottis et cachés, car ils sont loin d'être assez rapides pour esquiver ainsi. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est actuellement enregistré par un drone qui a survolé la zone tout ce temps, et il se trouve aussi qu'il a une vue sur Sagami et les membres restants de VRD alors qu'ils se dirigent vers ici. Otoshi dit à Sagami qu'une fois qu'ils auront franchi ces montagnes devant eux, ils ne seront plus très loin du centre commercial Mishima. Mais il remarque alors que Sagami semble très contrarié pour une raison quelconque. Juste à ce moment-là, Hercule s'arrête de bouger et tombe à genoux parce qu'il n'en peut plus, et c'est là que Sagami crie de frustration, car il n'arrive pas à croire que les choses tournent si mal pour lui. Hercule crache une grande quantité de sang, et Otoshi est surpris, car il ne pensait pas que l'attaque que Snowball avait portée ait pu faire autant de dégâts à Hercule. Mais il a vraiment l'erreur de combat pour le moment, et Sagami fait une véritable crise de colère, même si les autres y sont maintenant habitués. Otoshi dit à Yuma qu'une fois que Sagami aura fini sa crise, ils pourront continuer à se diriger vers le centre commercial Mishima. Il ne pense pas non plus qu'il y ait lieu de s'inquiéter pour Hercule, car des blessures comme celle-ci sont loin d'être mortelles pour un Keiju, et comme Hercule est plus résistant que le Keiju moyen, au lieu de 3 jours, il devrait être sur pied très vite. La caméra du drone se tourne ensuite vers Snowball, qui se dirige toujours vers le centre commercial, et il découvre que le drone qui les observe est en fait une des inventions de Takimura. C'est un drone de haute altitude avec une caméra haute définition qui peut être utilisé pour chercher des gens autour de la montagne, mais il n'a plus beaucoup d'autonomie pour le moment, donc il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. L'idée a été proposée à l'origine par Suzu, sa défunte épouse, alors il l'a fait développer comme un dernier souhait. La seule raison pour laquelle elle a eu cette idée était qu'elle s'inquiétait de voir Hagan toujours essayer de s'échapper du centre commercial seul dès qu'elle le pouvait, alors elle pensait qu'une machine capable de la chercher pourrait un jour être utile. Quand Takimura s'est réveillé et a trouvé la lettre de Hagan détaillant son besoin de vengeance, il a immédiatement allumé le drone et a commencé à la chercher partout, ce qui lui a permis de repérer Snowball au milieu de son combat contre Hercule. En même temps, il pouvait voir les autres Keiju se diriger tout droit vers le centre commercial, alors il a immédiatement alerté tout le monde pour qu'ils puissent évacuer et préparer les défenses. C'est la seule raison pour laquelle ils ont pu repousser la première attaque de Tamiya. Et il est sûr que ce n'est qu'une coïncidence si Hagan a choisi de chercher sa vengeance cette nuit précise. Mais néanmoins, si elle ne l'avait pas fait et n'avait pas poussé Takimura à chercher, il n'aurait jamais su l'attaque des Keiju à temps pour se préparer, donc elle a involontairement sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Et Hagan est simplement contente de savoir que son père va toujours bien. Snowball demande à Takimura s'il est sûr qu'il ne veut pas qu'il se dirige vers le centre commercial Mishima, et il leur assure qu'ils pourront tenir le fort seuls pour l'instant. De plus, ils ont toujours ce tunnel profond souterrain comme point d'évacuation, donc la plupart des autres du centre commercial sont déjà à une distance sûre à ce stade. Maintenant, tout ce dont il a besoin, c'est que Tetsuo, Hagan et Snowball se dirigent également vers le point d'évacuation. Tetsuo suppose que cela doit signifier qu'il y a des ennemis attaquant les évacués que Takimura veut qu'il gère, mais Takimura dit qu'il veut juste que Tetsuo évacue avec les autres. Après tout, il ne peut pas continuer à se battre beaucoup plus longtemps après tous les dégâts qu'il a déjà subis, sans parler du fait que Tetsuo a l'air d'avoir pleuré sans s'arrêter tellement tout cela a été effrayant pour lui. Techniquement, Tetsuo a beaucoup pleuré, mais Snowball précise que ce n'était pas parce qu'il avait peur du combat, c'est parce que Sagami a insulté son existence même, et rien que d'y penser, Tetsuo a les larmes aux yeux à nouveau. Takimura est un peu surpris que quelques insultes aient suffi à faire pleurer Tetsuo, alors qu'il est parfaitement à l'aise avec les combats à mort, mais ce n'est pas vraiment important pour le moment. Alors le patron dit simplement à Tetsuo et aux autres de se dépêcher d'évacuer, car ils peuvent gérer les choses ici tout seuls. Takimura coupe ensuite la ligne de communication et se tourne vers le patron, lui demandant si c'est vraiment la première fois qu'elle parle à Tetsuo, car elle avait l'air assez énervée tout à l'heure. Elle a déjà travaillé pour RD2, donc elle l'a peut-être déjà rencontré, mais elle refuse de répondre à cette question et demande plutôt comment se passe l'évacuation. On l'informe qu'environ 90% des personnes ont réussi à sortir, mais elles sont encore en transit vers le point d'évacuation, donc on ne dirait pas qu'elles arriveront à temps. Pour aggraver les choses, Takimura signale qu'ils sont presque à court d'énergie, donc la barrière ne tiendra plus longtemps. Quelques minutes plus tard, la barrière finit par s'éteindre, et dès qu'elle est désactivée, Nayuda et son Keiju attrapent le bâtiment et arrachent le générateur de barrière. Le patron dit qu'ils ont dû utiliser toute l'électricité générée par la chaleur de l'Ando au cours de nombreuses années, et maintenant tout est parti, donc ils n'ont plus rien pour se battre. Nayuda est déçu d'entendre cela, car il espérait jouer un peu plus longtemps, mais il lui dit qu'ils ont plutôt bien fait de tenir aussi longtemps contre leur assaut. Il estime que ce serait dommage de les tuer simplement alors qu'ils sont si talentueux, alors pour l'instant,
ils décident de les garder comme otages pendant que Rico creuse pour chercher Lando, puisqu'ils savent qu'il est sous l'école quelque part. Cependant, malgré la situation désespérée, le patron n'a pas l'air effrayé du tout, car elle sait qu'ils ont encore un atout dans leur manche. À bonne distance, les amis d'Ao paniquent près du camion qu'ils viennent de jeter dans un fossé il y a quelques minutes, et ils n'arrivent pas à croire à quel point le timing est mauvais, car ils viennent de recevoir un message de Takimura leur disant que le centre commercial est actuellement attaqué. Mais avec le camion coincé, il n'y a aucun moyen de le sortir à temps pour retourner au centre commercial. Cependant, Ao refuse de laisser détruire sa maison, donc dès qu'elle a appris qu'elle était attaquée, elle a pris ses jambes à son cou pour retourner au centre commercial. Après avoir acquis ses pouvoirs, son corps est devenu plusieurs fois plus fort que celui d'un humain normal, donc elle est capable de courir extrêmement vite. Elle se blâme d'être absente du centre commercial à un moment aussi critique parce qu'elle voulait flâner et explorer, d'autant plus qu'elle avait juré de protéger tout le monde avec ses pouvoirs. Et elle espère seulement que tout le monde là-bas est encore vivant d'une manière ou d'une autre. Quand Ao arrive finalement au centre commercial, elle saute dans les airs et appelle Lando à se lever et à l'aider à se battre. Dans les tunnels, alors que Rico s'approche de la chambre de Lando, elle sent soudain l'air devenir extrêmement chaud. Avant même d'avoir le temps de réagir, elle est déjà engloutie par les flammes du Lando maintenant réveillé. Maintenant que Lando et Ao sont ensemble, ils vont faire tout leur possible pour arrêter l'invasion. Nayuda n'est pas trop inquiet d'elle au début, car il n'y a aucun moyen qu'elle puisse attaquer alors qu'il tient ses amis ici en otage. Mais quand il se retourne, il réalise que Takimura et les autres de la salle de contrôle sont déjà partis depuis longtemps. Il n'avait pas vraiment prévu cela, mais il ne pense toujours pas qu'Ao et Lando représentent une grande menace, car même avec Rico hors jeu, c'est toujours un combat de Keiju 3 contre 1. Alors qu'Ao chasse Nayuda loin du bâtiment, Takimura et les autres sortent de leur cachette et diffusent les images des drones pour voir ce qui se passe. Ao est toujours extrêmement furieuse que ces gens aient osé attaquer une colonie humaine, mais Tamiya et Nayuda se moquent de sa colère car ils pensent toujours que leurs chances de gagner ici sont très élevées. Tamiya vise Ao et tire 2 coups qui effleurent à peine les ailes de Lando. Les tirs n'ont causé aucun dégât, mais Ao comprend qu'avoir un tireur d'élite au sol va être problématique, alors elle prévoit de faire quelque chose contre Tamiya, mais avant qu'elle ne puisse agir, Nayuda s'approche d'elle par derrière et frappe Lando au sol avec son poing en marteau. Après avoir touché la glace, il commence à s'enfoncer car la chaleur de Lando la fait fondre, et les autres pensent que ce sera une victoire facile puisqu'Ao n'a pas encore réussi à opposer beaucoup de résistance, mais Tamiya leur dit de rester concentrés car la mission n'est pas encore terminée. Ils doivent encore capturer Lando et le ramener avec eux pour accomplir leur mission. Bien sûr, les habitants de cet endroit ne tiendront pas longtemps sans leur source de chaleur, mais ce n'est pas vraiment leur problème, donc ils s'en moquent. Après tout, la seule chose qui les préoccupe, c'est de faire de VRD le sauveur du monde. Quand la chef entend le nom VRD, elle se souvient soudainement avoir entendu des rumeurs à leur sujet pendant son séjour à RD. C'était une unité dirigée par un homme nommé Sagami, et bien que Sagami fût un bon soldat sur le papier et ait été beaucoup promu, elle a commencé à remarquer que chaque fois que Sagami était promu, beaucoup de ses concurrents ou supérieurs finissaient par avoir des accidents malheureux. Finalement, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Sagami avait pour objectif d'éliminer Tetsuo ensuite, et au même moment, la faction anti-Yabizi au sein de la force s'était agrandie, gagnant du momentum dans l'ombre. Peu de temps après, le projet VRD de Sagami fut approuvé, et on lui donna carte blanche pour utiliser autant d'enfants qu'il le voulait pour son projet. De plus, il pouvait vivre son fantasme de devenir le sauveur du monde, et un fou furieux comme ça va certainement poser problème. Pendant ce temps, Ao et Lando sont au fond du trou dans la glace, et alors qu'Ao se remet sur pied, elle se plaint de l'injustice de la situation. C'est un combat de 3 contre 1 pour l'instant, sans compter les Keiju qui se rapprochent de cet endroit, mais elle n'a pas d'autre choix que de gérer cela seule. Ce sera bien plus difficile de gagner si Sagami arrive, donc elle doit éliminer ces 3 le plus tôt possible pour réduire l'opposition, et si c'est ce qu'il faut pour tous les protéger, alors c'est ce qu'elle va faire. Juste à ce moment, une énorme colonne de feu jaillit de la glace, et les 3 pensent que cela signifie qu'Ao est sur le point de refaire surface, donc Tamiya vise le trou en préparation, mais il s'avère que ce n'était qu'un leurre, et Ao fait vraiment fondre la glace pour passer sous Makoto. Nayuda avertit Makoto qu'Ao se dirige vers lui, mais il ne peut pas la voir sous la glace, donc il ne sait pas où attaquer. Heureusement pour lui, il n'a pas besoin de savoir où attaquer car la capacité de son Keiju lui permet de créer d'énormes nuages de fumée, puis d'utiliser cette fumée pour créer un puissant champ gravitationnel en dessous. Le champ gravitationnel exerce un poids énorme sur Ao et Lando, mais elle parvient quand même à passer sous le Keiju de Makoto et à le poignarder avec des flammes pour l'éliminer. Un de moins, donc Ao se déplace immédiatement pour poursuivre Tamiya, et elle est si rapide qu'elle le prend par surprise. Avant qu'il ne s'en rende compte, lui et son Keiju sont engloutis par les flammes, donc Nayuda est maintenant le seul restant. Pendant ce temps, Tetsuo et Hagan viennent d'arriver dans le bunker où ils retrouvent toutes les autres personnes qui y ont évacué. Ils aperçoivent bientôt les amis de Takamura avec Joji,
et Hagan est extrêmement soulagé de voir que son petit frère va bien. Les gars proposent d'aller leur chercher des sacs de couchage et des rations pour qu'ils puissent s'installer, mais avant de partir, ils disent à Tetsuo qu'ils ont appris qu'il s'était battu pour eux plus tôt, et ils veulent qu'ils sachent qu'ils lui en sont très reconnaissants. Tetsuo est heureux de recevoir leurs éloges, mais il est aussi un peu partagé car toute sa vie, on lui a dit que sa valeur venait du fait qu'il peut tuer des kaijus, mais on lui a ordonné d'évacuer, donc en ce moment, il a l'impression de ne rien faire d'utile. Il décide de commencer à réfléchir aux dangers potentiels à surveiller, et c'est alors qu'il remarque que le plafond de glace ici est assez mince, donc si les gars de VRD venaient les chercher, ils pourraient entrer ici assez facilement. Il aimerait trouver un moyen de se préparer en cas d'attaque éventuelle, mais il ne peut pas faire grand-chose avec l'état actuel de Snowball. Cependant, juste à ce moment, Tetsuo et Snowball aperçoivent une immense imprimante 3D, ainsi qu'une tonne de ferraille et de pièces provenant de l'un des robots Snowball d'origine. Ils n'arrivent pas à croire que tout ce matériel soit vraiment là, mais les autres lui expliquent que cet endroit était autrefois un centre de recherche, donc ils ont beaucoup de technologie stockée. Cependant, cela ne leur sert pas à grand-chose car ils n'ont pas l'électricité nécessaire pour utiliser l'équipement, et cette imprimante 3D est la pire de toutes car elle consomme tellement d'électricité que la dernière fois qu'ils ont pu l'utiliser, c'était lors de la construction initiale des défenses du centre commercial. Tetsuo pense qu'il peut l'utiliser pour réparer Snowball afin qu'il puisse combattre à nouveau, mais il reste le problème majeur de trouver un moyen d'alimenter cette machine. Snowball envisage d'utiliser son cœur énergétique pour faire fonctionner l'imprimante, mais cela épuiserait probablement complètement ses réserves d'énergie, ce qui annulerait tout l'intérêt de le réparer, mais alors que tout semble désespéré, un des habitants du centre commercial passe en tenant l'un des vélos générateurs qu'ils utilisaient pour produire de l'énergie là-bas, et cela leur donne une idée. Ils rassemblent tous les vélos générateurs à un endroit et sollicitent l'aide d'autant de personnes valides que possible pour pédaler afin de générer assez d'énergie pour faire fonctionner l'imprimante, et grâce à leurs efforts combinés, il semble que l'imprimante fonctionne à nouveau, donc Snowball sera comme neuf en un rien de temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, avec 2 des kaijus ennemis déjà éliminés, les choses semblent bien se passer pour Ao, mais elle n'a pas encore affronté Nayuda, et pendant qu'elle ne faisait pas attention, il s'approche d'elle par surprise et donne un coup de pied à Lando, le projetant vers le centre commercial. Lando parvient à retrouver son équilibre avant de s'écraser contre le centre commercial, mais alors, Nayuda atterrit devant eux, et c'est apparemment la situation exacte qu'il espérait. Maintenant que tous deux sont au sol, il n'a plus besoin de s'inquiéter de voler, il peut donc activer la posture de prédation d'Harry. Harry a 2 formes en tant que kaiju. L'une est une forme plus faible et plus légère qui lui permet de voler, et l'autre est une forme beaucoup plus massive qui lui confère une force accrue et une capacité de combat supérieure. Nayuda est certain que comme cela, il n'y a aucun moyen que Lando et Ao puissent le battre au corps à corps car les flammes de Lando ne pourront pas brûler tous les muscles d'Harry assez vite avant qu'ils ne les atteignent. Cependant, Nayuda a commis une grave erreur de calcul. Lando ne produit pas simplement des flammes. Il a la capacité de manipuler un type unique d'énergie thermique, et en rassemblant cette énergie dans une zone suffisamment petite, il peut considérablement augmenter sa puissance, donc quand Ao lance finalement la boule d'énergie, elle traverse immédiatement le corps d'Harry sans difficulté, le tuant sur le coup. Avec cela, Ao a officiellement vaincu tous les kaijus ennemis présents, mais alors qu'elle s'apprête à célébrer sa victoire, une lumière apparaît derrière elle car Sagami et son équipe viennent d'arriver, et il a fait téléporter Otoshi juste derrière Ao. Sagami ordonne alors à Hercule de trancher Lando, infligeant une profonde coupure le long de son aile, ce qui envoie également une douleur aiguë dans le bras d'Ao. Sagami avertit également Hercule de ne pas aller trop loin car ils ont besoin de Lando vivant, et il ne voudrait pas accidentellement le tuer en lui transperçant le cœur. Lando refuse de se laisser capturer, alors il se libère de l'épée d'Hercule et exécute une pirouette enflammée pour tenter de repousser Hercule, mais Hercule esquive simplement son attaque et frappe Lando au visage. Lando et Ao réalisent qu'ils seraient en grand désavantage au corps à corps, alors ils essaient de prendre de la distance pour lancer des boules de feu sur Hercule. Même si les boules de feu ne suffisent pas à abattre Hercule immédiatement, Lando pense qu'elles devraient effrayer suffisamment Sagami pour qu'il batte en retraite. Cependant, après que l'explosion de feu s'est atténuée, Hercule reste debout, complètement indemne, et Sagami est également parfaitement en sécurité car Otoshi l'a téléporté dans la bouche d'Hercule pour le protéger des flammes. À l'intérieur, Sagami n'a pas à s'inquiéter du tout d'être brûlé, et Hercule est bien trop résistant pour que les flammes de Lando aient le moindre effet sur lui, donc Sagami ne peut pas perdre maintenant. Hercule transperce alors à nouveau Lando et commence à le frapper ainsi qu'Ao, et tout espoir semble perdu car jusqu'à présent, Sagami a eu une réponse à tout ce qu'Ao et Lando lui ont lancé. Lando essaie de dire à Ao d'utiliser à nouveau la boule de feu concentrée car elle pourrait traverser la peau d'Hercule, mais d'une manière ou d'une autre, Sagami est capable de répéter exactement ce qu'il pensait, et il refuse de leur donner la moindre chance de se rétablir, alors il les frappe encore plus fort qu'avant. Ao et Lando ne comprennent pas comment Sagami a pu savoir ce qu'il pensait, mais il l'a clairement fait, et maintenant qu'ils sont complètement impuissants,
Sagami assomme Lando et attrape Ao. Il ne veut pas la laisser mourir si facilement car il veut la faire souffrir pour avoir éliminé ses subordonnés. Maintenant que la bataille est presque terminée, Otoshi se téléporte vers Sagami pour le féliciter pour cette grande victoire, car maintenant le Keiju de flamme est à eux, et ils pourront enfin l'utiliser pour vaincre ce Keiju humanoïde et sauver le monde. Ao pense que c'est une blague macabre que Sagami dise vouloir sauver le monde alors qu'il est un tel méchant, et en repensant à tout ce qu'il a fait pour atteindre son objectif de dépasser Tetsuo, il trouve difficile de réfuter sa déclaration. C'est un psychopathe, pas un délirant, donc il admet qu'il est effectivement assez malveillant, mais il n'y voit rien de mal car il ne peut pas se permettre d'être difficile sur les méthodes qu'il utilise. Juste à ce moment, la joue de Sagami est effleurée par une balle de la chef, et elle dit qu'elle aurait tout à fait pu le tuer à l'instant, mais sa visée est mauvaise car elle est bien trop âgée pour ce genre de choses. Elle essaie de tirer à nouveau, mais maintenant que Sagami sait qu'elle le vise, il fait arrêter les tirs par Otoshi. Il ne veut plus laisser personne se mettre en travers de ses plans, alors il dit à Otoshi de les tuer immédiatement, et c'est exactement ce qu'il s'apprête à faire avec son Keiju, mais juste avant qu'il ne soit dévoré, Tetsuo et Snowball atterrissent juste à temps pour écraser sa tête contre le sol. Les réparations de Snowball sont enfin terminées, donc il devrait pouvoir combattre bien mieux que la dernière fois, mais Snowball demande à Tetsuo s'il est vraiment sûr de vouloir faire ça après ce qui s'est passé la dernière fois. Tetsuo admet que ce que Sagami a dit l'a vraiment blessé, mais il est aussi conscient que la plupart des gens ne sont pas comme Sagami, et s'il se renferme à cause d'un seul incident, alors il ne pourra jamais se faire d'amis, donc il veut l'affronter à nouveau. Sagami est surpris que Tetsuo ait réellement réussi à réparer Snowball, mais il est reconnaissant que Tetsuo soit revenu car maintenant il a une chance de le tuer de ses propres mains. Cependant, cela pourrait ne pas être aussi facile que Sagami le pense car la ferraille utilisée pour les réparations était de très bonne qualité, donc en plus de son bras amélioré, Tetsuo a également créé une arme pour lui-même, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir combattre beaucoup plus efficacement maintenant.